Bonjour à tous, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir dans Enquête de Meeple avec deux auteurs qui nous viennent, je crois, de la région normande aussi, si je me fais... mais Yes. plutôt Ouais, ouais, au tout à normand. fait. Deux auteurs que j'ai rencontrés l'année dernière et cette année sur des festivals qui vont nous présenter leur projet principal qui est Norland, mais pas que, aussi l'ensemble des jeux que vous avez pu commencer à créer. D'un côté, nous avons Thibaut, de l'autre côté, nous avons Norman. Vous pouvez dire bonjour. Hello. Salut tout le monde. Donc, Bonsoir. normalement, il y a une petite phase de test micro, mais ça a déjà été réalisé et validé par des vantards. Bonjour et bienvenue à elle dans le chat. Merci à elle d'avoir validé le son. Donc, si le son est bon, nous allons pouvoir commencer. Alors, on va commencer par la torture habituelle du petit portrait chinois qui va se faire simplement. Je vais vous poser des questions. En gros, faut imaginer, vous êtes seul sur une île déserte où il peut en rester qu'un. Il faut faire un choix. Donc, c'est des choix un peu cornéliens, mais il faut les faire. Si vous n'avez pas de... Parce que ça arrive, vous êtes auteur, mais vous n'avez pas forcément de référence d'auteur ou d'éditeur ou autre, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de botter un peu en touche, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, s'il devait rester d'ailleurs qu'un seul auteur, on va commencer par Norman, au pif. Tu choisirais quel auteur et tu as le droit d'expliquer un peu pourquoi, parce que le but, c'est bien sûr de comprendre un peu tes goûts. Non, mais je vais répondre rapidement. S'il en restait qu'un, je prendrais Théo Rivière parce que déjà, il a un grand angle de variété de jeux possibles. Donc quand on choisit des jeux Théo Rivière, ça peut être de tout. Ça peut être plein de choses différentes qui sortent de la même personne. Et il y a beaucoup d'ingéniosité dans ce qu'il fait. Et puis il est quand même... Moi, je trouve qu'il est moderne, c'est-à-dire que les jeux qu'il fait, c'est pas des répétitions de choses qu'on a déjà vues, mais ça essaye toujours de pousser le problème un peu plus loin. Donc, il y a toujours un intérêt dans ces jeux. Voilà. Thibaut. Ouais, moi je pense que je vais être assez classique et je vais répondre Bruno Catala. J'ai pas mal écouté des interviews de Bruno Catala. En fait, je trouve que c'est assez inspirant la façon dont il travaille et la façon dont il réfléchit. En tout cas, ça m'inspire beaucoup et enfin, je pense quand même, enfin, j'ai pas les chiffres en main, mais c'est l'auteur français qui a édité peut-être le plus de jeux, qui s'est fait éditer le plus de jeux. Donc rien que pour ça, je choisis Bruno Catala. Alors, je suis pas sûr que ce soit le premier, mais un bon deuxième Ça au doit pas pire. être loin. Ouais, tu mettrais qui en premier? Fedouti, non, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être la Peut-être. surface durée. Je t'avoue que je sais pas du tout, mais je pense que voilà, c'est dans le gros gros top du classement, ça c'est sûr. Euh, S'il devait rester qu'un seul éditeur, est-ce que vous avez une préférence parmi les éditeurs? On n'est pas. Je sais pas qui commence, comme tu veux. Vas-y Thibaut, hein. Thibaut, Ça me laisse Ouais. réfléchir. Bon, nous, on n'a pas eu affaire. Enfin, on a eu affaire quand même à un certain nombre d'éditeurs maintenant, mais on n'est pas non plus là depuis très longtemps. Euh, je pense qu'en termes de contact et en termes de travail, etc., moi, je citerais quand même Bombix. Bombix, on a des très. Enfin, on n'a pas signé de jeu avec eux, mais on a des très bons rapports avec eux et on les trouve vraiment très sérieux, très, très pro. Donc, ouais, plutôt Bombix pour moi. Ouais, moi aussi, c'est ce que je dirais parce que les retours qu'on a des playtests qu'ils font sur nos prototypes sont toujours hyper constructifs, hyper complets. Ils ont une ligne éditoriale très exigeante. C'est-à-dire, ils veulent pas le bon jeu ni le meilleur jeu. Il faut que ce soit le best du best des jeux avec le super coup de cœur pour que vraiment ils aillent sur le jeu, de plus en plus d'ailleurs. Et ça, c'est une exigence qui est intéressante. Et au niveau graphique, habillage, visuel, ils essayent de proposer des choses complètement différentes. Ils prennent des partis pris un peu risqués sur l'esthétique. Donc tout ça, c'est cool. Puis c'est des Bretons, donc on les aime bien. C'est vrai. Un C'est pas peu. le cas de tous les Normands, hein, mais... Non, c'est vrai. Si vous devez... S'il n'y avait qu'une seule mécanique de jeu,
Norman, vas-y. Waouh, une seule mécanique de jeu. Euh, Qu'est-ce qui pour moi est vraiment au cœur de tous les jeux qui me vont? Je La pense draft. que c'est de la mécanique peut-être. Alors la draft, je te la laisse parce que je pense que c'est un truc qui te plaît beaucoup, Timo. Je savais que t'allais parler de ça. Donc je cherchais la proposition B. Le système des ouvriers, en fait, à la base, le meeple et le système ouvrier, le transfert La pose d'actions, le d'ouvrier. stockage d'actions que permet la pose d'ouvriers. Tu peux faire tellement de choses là-dedans et on n'a pas fini d'en faire le tour, je pense. Donc ça, c'est une mécanique qu'on peut encore creuser. Ouais. Ça, Bon, du coup, moi, je réponds, intuable. je réponds plutôt la draft. Puis, bah, je sais pas exactement historiquement qui l'a créé. Peut-être Magic, probablement. Je ne sais pas. Ou des joueurs, en tout cas, de Magic, la communauté. Bah, pour moi, c'est vraiment un des systèmes rois pour pouvoir jouer en même temps, pour pouvoir s'adapter à la situation. Donc, je répondrais ça. Et je pense qu'un gros challenge serait d'inventer un système un peu équivalent à ça. Parce qu'on la retrouve quand même beaucoup. Bah, Mais c'est cool. c'est hyper simple, donc c'est très accessible et ça permet, avec une simplicité, ça permet beaucoup de variations derrière, donc c'est quand même super intéressant. Mais c'est une très bonne question, qui a inventé le draft exactement? Parce qu'il y en a qui vont dire c'est Seven Wonders, mais dans ma tête, Non. limite, Magic a dû le faire avant, tu vois. Donc, Oui, oui. Je pense On aussi. draftait, on piquait déjà des cartes à Magic en 94, donc Seven Wonders n'était pas encore là. Il y a encore quelques années avant Seven Wonders, donc c'est sûr que Magic pose un précédent. Il y a dû y avoir Vampire à l'époque aussi, dans les mêmes années, qui faisait la même chose, mais lequel a inspiré l'autre, je pencherais Peut-être plutôt que pour c'est la Magic. communauté, hein. C'est peut-être venu de la communauté au final. Mm. C'est possible. Si il devait y avoir qu'une seule thématique. Je te laisse commencer, Norman. C'est plus ton rayon, ça. Là, je vais répondre très perso. En ce moment, moi, je suis très branché culture aztèque, donc je m'intéresse beaucoup aux thématiques des adaptations historiques. Tout ce qui est Nouveau Monde, aztèque, Inca, tout ça, ça me plaît beaucoup. Faire des jeux qui permettent aux gens de revivre des périodes de l'histoire ou d'explorer d'autres cultures, j'aime bien. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du challenge à le faire de façon, de bonne façon, bien fait, pas juste un habillage, mais qu'on ait des mécaniques qui te fassent vivre et des expériences qui te ramènent aussi à quelque chose de culturel et d'historique comme ça, je trouve ça cool. Bizarrement, Norland a l'air pile poil dedans, quoi. Et, C'est incroyable. Thibaut, Exactement. Moi, je répondrais assez basiquement la fantasy, les orques, les gobelins, etc. Il y a beaucoup de jeux qui ont été faits sur tout ça. C'est classique, mais pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup parce qu'on a été bercé dedans, ne serait-ce que par Warhammer Battle ou des choses comme ça, le Seigneur des Anneaux. Donc, je pense que je répondrais plutôt ça, ouais, classiquement. bah, moi j'ai plutôt une préférence aussi pour la fantasy parce que, alors j'ai rien contre l'histoire et tout, mais de sortir un peu justement du réel, j'aime bien aussi, tu vois. Je joue à des jeux de société aussi pour m'évader. Donc un peu moins attiré par l'historique, mais quand ça aborde des thématiques, on va dire, moins habituelles que la guerre mondiale ou ce genre de choses, ça me plaît déjà plus. Donc On pourra ça aurait parler de notre été... jeu La Guerre des Gaules un petit peu, Voilà. qui est assez C'est... cool. On va Pour dire se faut que passer ça là. soit des sujets un peu moins classiques que d'habitude, on va dire. Après, bon, quand c'est moins classique, ça va moins. C'est problème d'édition. C'est assez classique comme sujet. S'il devait rester qu'un seul jeu, Thibaut. Ou Norman, C'est pas si c'est répondre tout de suite. Norman, si tu moi, je réponds, ouais, mais je sors un peu du jeu de plateau, hein, ça serait Warhammer Battle parce que bah, ça fait plus de presque 30 ans que je suis bercé par ça et j'en ai toujours pas fait le tour. J'ai toujours du plaisir à regarder un nouveau produit Warhammer, à lire un nouveau bouquin Warhammer, à faire une partie d'un nouveau jeu de la licence Warhammer. Donc ça, je pense qu'en termes de rejouabilité, ils enfoncent tous les autres. Voilà. Étant ex-joueur de Warhammer Battle, tu as tout à fait le droit d'en parler ici et de considérer ça comme un jeu de société parce que faut être deux pour y jouer, donc c'est un jeu de société. Voilà. Exact. Tout simplement. Et Thibaut?
Auteur Du coup, moi, je Magic. pense que je citerais quand même Magic, ouais. Ah, j'aurais Mm. été sûr. Ouais, bah, enfin, ça reste quand même. Si t'avais plus qu'un jeu à jouer, au final, t'as tellement de rejouabilité et de choses à sortir que, bah, je pense que Hmm, Magic se c'est situe vrai que. assez haut dans la pile. Euh, Est-ce que, si vous avez un peu de connaissances là-dessus, s'il devait rester qu'un seul illustrateur, est-ce que. Alors ça, malheureusement, Alors, je suis hyper moi, nul. j'ai très peu de connaissances. Ouais. J'ai vu un live de Théo Rivière il y a pas très longtemps avec Vincent Dutray, qui est, Mhm. bon, je pense, l'un des illustrateurs les plus connus dans les jeux de société actuellement. Mais après, je manque vraiment, vraiment de connaissances. Puis, je suis pas très, j'ai pas une fibre artistique très développée, on va dire. Après, peut-être la DA d'un jeu qui vous a marqué, ou. C'est juste pour avoir une idée. Ouais, l'illustrateur de Small World, si vous voyez, et qui c'est, je crois que apparemment Google me dit que c'est Miguel Coimbra. C'est un gars qui fait du design hyper lisse avec des effets. Bon, c'est de l'assistance 3D aussi, mais c'est vraiment hyper propre ces images et en même temps c'est un peu cartoon fantasy avec Mm. beaucoup de couleurs, toujours le petit détail qui va bien. Et voilà, c'est un mec qui fait pour moi du très bon boulot. Et je me rappelle aussi à Cannes, au Festival de Cannes cette année, il y avait un espace du forum qui était consacré aux illustratrices. Il y avait toute une série d'illustrations faites par des filles dans le monde de l'illustration de jeux de société. Elles commencent à être de plus en plus présentes, ces dames-là, et elles font des illustrations pour Magic the Gathering. Elles apportent une patte esthétique incroyable. Donc il y a vraiment maintenant des illustratrices qui enfoncent tout. Je crois qu'on peut encore voir de manière virtuelle l'exposition de Cannes 2023. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir. C'est vraiment cool. Ok. En parlant de festival, s'il devait en rester qu'un seul, là c'est le moment si vous voulez mettre en avant un festival, ou sinon vous pouvez répondre Cannes comme tout le monde. Ouais, Non, bah, d'ailleurs c'est c'est pas dur. Cannes qui passe en premier d'ailleurs. C'est vrai? Bah, Non. c'est dur. Après, nous, on n'en a pas fait tant que ça. En gros, enfin, bon, évidemment, il y a les festivals locaux qu'on a fait. Mais bon, il y a Paris et il y a Cannes. Mais bah, clairement, on a vu la différence cette année en faisant Cannes. C'était la première fois où on y allait. Et en tout cas, en termes d'auteur et en termes de possibilités, bah, enfin, c'est vraiment Cannes. Vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Bah, avec une journée entière qui est dédiée aux échanges auteurs-éditeurs sans public. C'est vrai que tout de suite, on rencontre les éditeurs dans un moment où ils sont plus apaisés, ils sont plus disponibles, c'est prévu qu'on se voit. Donc on peut en faire, nous on en a fait 18 en un week-end, donc c'est quand même vraiment super. Mais là, cette année, pour la première fois, Paris Ludique va proposer aussi une journée professionnelle Mhm. en 2023. Donc ça va probablement aussi changer l'aspect du Alors Festival de Paris. c'est professionnel mais pas que pour auteurs-éditeurs. C'est pour influenceurs et journalistes aussi je crois. Ah ouais? Voilà, bah, comme Donc à Cannes, tu as aussi c'est les l'ambiance fabricants, est voilà. c'est C'est très différent. Tu as de tout, c'est du business plan, tu as les oui, mecs qui oui, oui. transportent, qui fabriquent, c'est un peu tout le monde. Mais c'est bien justement d'avoir toutes les problématiques et de voir des gens qui sont professionnels à différents niveaux. D'ailleurs, on verra, mais nous, on a fait une demande en tant qu'auteur et je sais pas encore gravé dans le marbre que les auteurs auront le droit d'y aller facilement. Enfin, en tout cas, au Ouais, niveau on est des en réponses, attente de c'était assez confirmation. évasif, quoi, pour l'instant. Et à Cannes aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une grosse machine, mais ils savent aussi prendre le temps et de l'espace pour des choses intéressantes, comme l'expo dont je parlais. Ils ont aussi un showroom où ils présentent les jeux qu'ils ont considérés comme esthétiquement les plus osés dans l'année. Même des prototypes, ils acceptent. Il y a des beaux prototypes, ils les exposent et on peut aller voilà, se balader dans cet espace showroom. C'est ouvert tout le week-end pour voir juste visuellement ce qui est proposé de nouveau dans le monde du jeu. Donc avoir ce genre de proposition au sein d'un gros festival comme Cannes, c'est cool. Ils ont les nuits du off, donc ils sont ouverts la nuit jusqu'à 2 heures du matin pour permettre aux prototypeurs de présenter leurs projets. Donc il se passe plein de choses autour de Cannes aussi qui sont positives. Hmm. Thibaut, même constat. Ouais, bah moi, j'ai pas pu aller à Cannes cette année parce que Ah, j'ai eu un nourrisson il y a pas très c'est pas longtemps, faux. mais j'ai suivi les aventures de Norman et puis je m'étais pas mal occupé de la prise de rendez-vous. Euh, et enfin, on a vraiment, enfin, moi, c'est vraiment plus pour le boost en tant qu'auteur, vraiment. Enfin, c'est un festival qui t'apporte vraiment beaucoup de possibilités parce qu'en fait, les éditeurs pour la plupart, font la recherche de leur proto à ce moment-là, en fait.
Et du coup, moi, c'est vraiment à ce niveau-là que je réponds. Après, en tant que joueur, je suis pas sûr que je choisirais Cannes parce que j'ai entendu et j'ai vu pas mal de choses qui disaient que sur les réseaux, bah, les gens galéraient des fois à trouver des tables, etc. Quand, notamment le samedi parce qu'il y a du monde. Donc, à voir, cette année, on va essayer de faire Paris un peu plus en tant que joueur et je sais que Paris a quand même bonne réputation pour ça parce qu'il y a quand même pas mal de tables de libre comme c'est fait en extérieur et tout ça. Donc, bon, je répondrai peut-être pas la même chose d'ici 2 3 ans, je pense. Alors, Oui. pour On connaîtra information, peut-être Lyon aussi, puisqu'on pense à aller oui, faire le festival Octogone de Lyon. Octogone. en, en termes relations vis-à-vis du public et tout, il y a le Flip, donc Partenay, qui est Mmh, mmh. vraiment celui qui est le Été, ouais. plus mis en avant en termes de temps. Ça se passe sur 2 semaines, c'est plutôt cool. Et en termes de relations éditeurs aussi, qui est mis en avant en dehors de Cannes, Vichy. c'est Vichy, Ouais, on qui nous en paraît a qui est pas mal. parlé un peu. Donc là, Ouais, c'est pour vous, si mais là, vous avez l'occasion, ouais, ça peut être pas mais mal. c'est en septembre, non? Je crois qu'on nous Ouais, avait je dit crois ou que c'est quelque ça. chose On comme nous en ça. avait parlé et c'est sur le mois de septembre. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Mais moi, je sais que je peux jamais y aller parce que je rentre d'Espagne en août à chaque fois et puis genre j'ai plus de vacances ou je peux jamais Hmm. avoir des vacances. Et Vichy, c'est pas à côté malheureusement pour nous. C'est un peu Non, loin. bah Cannes non plus. Eh oui, c'est Mais alors, pas vrai. du C'est pour tout ça pour que le j'ai pas coup. été. Bonjour Rémi qui vient d'arriver. Hello. Qui lui a l'occasion de faire pas mal de Salut. festivals dans le sud. Euh, Hmm. et dernière question, s'il devait rester qu'un seul prix, lequel choisiriez-vous? Euh, ouais, bah, c'est pareil, on est encore un petit peu jeune, je trouve, pour répondre à cette question, mais bah, ce qui est un peu connu dans le milieu, c'est surtout le prix de Boulogne, qui est quand même le prix qui est à peu près assuré de te faire éditer, quoi, si ton jeu passe toutes les étapes. Euh, Essen, t'as Essen aussi, je crois. ah oui, Il y a des ah oui, remises de moi prix je à parlais Essen. des prix de proto, ouais. Non, c'est vrai, ouais, t'as Ah, raison Ça d'accord. pour peut les être prix. prix en général hein, ou proto, dans votre cas, c'est très bien aussi. Hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Bah, en prix de proto, moi je dirais Boulogne, et puis en prix standard, je dirais les As d'or quand même. Mais oui, il y a Essen aussi, c'est vrai, normal. Norman. Ouais, 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 si, je pense que là, les As d'or, c'est pas mal, hein, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est attribué, le fait qu'il y ait une sélection, qu'il y ait une bonne visibilité donnée à tous les jeux qui sont sélectionnés, mais pas forcément gagnants. Voilà, ça a des effets directs sur les ventes, donc ça montre bien qu'il y a une visibilité et que ça a une conséquence pour les auteurs qui sont ne serait-ce que nommés. Et maintenant, le fait qu'il y ait des nouvelles catégories, avec la distinction initié, famille, expert, c'est pas mal. Ça nous a apporté à nous aussi une nouvelle manière de travailler nos prototypes. On sent que les éditeurs qu'on rencontre depuis un an nous demandent plus de nous positionner tout de suite sur telle ou telle catégorie. Donc ça oriente aussi un peu notre travail de création de prototypes en fonction de ces catégories qui sont un peu abstraites, hein, je suis d'accord, mais ça permet quand même de se donner des grilles de travail. Moi je suis assez fan de la catégorie initiée là qui a été implémentée. Je trouve que c'est pas toujours évident de classer un jeu soit en expert, soit en initié ou en famille initiée. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir fait une catégorie comme ça, en fait. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs niveaux de joueurs et notamment les plus novices pour les faire rentrer dans le monde du jeu de société moderne. Bah, c'est cool, en fait. C'est cool parce que je pense qu'à long terme, ça rendra peut-être un petit peu plus light les jeux famille et le fait qu'il y ait l'initié entre deux, enfin, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Merci pour ces réponses. On va passer à maintenant, je vais vous laisser un petit temps pour vous présenter un peu plus formellement, on va dire, maintenant qu'on a une idée un peu plus générale de vos goûts et vos préférences. Qui veut commencer? Euh, Bah, je peux Allez, commencer. Thibaut. Thibaut, je t'en prie. Donc Thibaut, moi je suis professeur de mathématiques. J'ai commencé les jeux de société modernes assez tardivement en fait. C'est normal, je crois qu'il m'avait fait jouer à Seven Wonders Alors si je compte pas évidemment toutes les Warhammer, les Magic, etc. Mais plus le jeu de plateau un peu traditionnel entre guillemets. Je crois que Norman m'avait fait jouer à Seven Wonders et j'avais beaucoup aimé et du coup je m'étais un peu lancé comme ça.
Et, euh, et sinon, oui, j'ai beaucoup joué au Wargame, beaucoup joué à Magic. Et globalement, ça se reflète pas mal sur le travail qu'on propose actuellement, en fait, toutes ces inspirations. Mais finalement, je suis rentré assez tardivement dans ce milieu-là, je pense. Voilà. Ouais, bah moi j'ai commencé à jouer un peu plus tôt que Thibaut, assez tôt. J'ai fait mes études à Caen, où on avait la chance d'avoir un endroit qui s'appelait le Café Latin et où on pouvait jouer toutes les semaines à des jeux de société. C'était en partenariat avec le Pion Magique, une boutique de jeux de Caen qui existe encore. Et donc il y avait ce club qui amenait toutes les nouveautés sorties en jeu de plateau dans le mois étaient directement ici et on pouvait y jouer. Donc j'ai accompagné toute la grande vague de la modernisation des jeux de société quand on a commencé à arrêter à jouer à Call of Catan pour découvrir d'autres jeux un peu plus poussés. Et donc là, bah, j'ai fait toutes mes armes dans le jeu de société à ce moment-là, tout en étant un gros rôliste, pas mal de jeux de rôle, de la carte Magic et du Warhammer. J'ai commencé à inventer des jeux de société, ouais, vers l'âge de 19-20 ans à peu près, mais tout seul dans mon coin et pas forcément avec des retours, pas non plus une vue assez mûre, je vais dire, des exigences que doit avoir un jeu pour que ça fonctionne. Donc mes projets ont pris la poussière pendant une dizaine d'années. Et puis, bah, c'est plutôt quand j'ai rencontré Thibaut, d'abord en tournoi Magic et puis Warhammer, que je lui ai présenté les jeux de société. Et là, l'idée est venue pour lui d'en faire. Je lui ai dit, ah, bouge pas, j'ai du stock, j'ai de la réserve. On peut regarder ce que j'ai fait, on peut réfléchir à des nouveaux trucs s'il faut. Et donc là, on s'est mis un peu comme défi de commencer à inventer des jeux de société à deux. Moi, à la base, j'ai été professeur de français, donc j'ai plutôt le côté univers, ergonomie de jeu, penser à l'expérience de jeu, réfléchir comment les gens, en jouant, vont ressentir des émotions ou faire des choses qui va rendre l'histoire un peu plus captivante. Essayer de faire que l'histoire ou l'univers qui est proposé, ce soit pas juste un habillage, une peinture, mais qu'on vive quelque chose qui se rapproche de l'histoire qu'on propose. Parce qu'il n'y a rien que je déteste plus qu'un jeu qui a une superbe illustration sur la boîte, qui fait trop rêver, puis quand on joue, on ressent rien du tout du rêve qui a été vendu. Donc voilà, c'est plutôt sur cette dimension-là que je travaille avec Thibaut maintenant. Ouais, Donc, moi je vais compléter un petit peu ce que dit Norman. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que Norman a beaucoup d'idées pour les jeux de société. Moi, c'est ce qui peut me manquer parfois. Mais du coup, on se complète assez bien là-dessus parce que en général, il propose pas mal de choses et moi, je fais un peu le tri là-dedans. Je teste un peu les choses. Voilà. Et du coup, au final, c'est comme ça qu'on aboutit à des jeux qui tournent quand même assez souvent du premier coup. Après, il y a beaucoup de travail derrière, quand même, d'équilibre, etc. Mais c'est la façon dont on travaille et ça fonctionne plutôt bien. bah, cool. On va enchaîner directement sur le premier sujet et le pourquoi je vous ai connu. Donc on va parler de votre on va dire projet principal, même si c'est pas exactement le premier, on va dire, qui est Norland, parce que c'est, on va dire, le projet le plus abouti à l'heure actuelle. Et c'est le seul jeu que j'ai pu tester chez vous pour l'instant, donc voilà. Je vais vous laisser le présenter parce que moi je vais le présenter très mal parce que de ma vision, et ça fait presque un an que j'y ai joué, donc j'ai pas tous mes souvenirs non plus. Mais de ce que je me souviens, l'impression que j'en ai, c'est un jeu de plateau qui a vraiment une vision un peu à la wargame où on peut flanquer, voilà, c'est du jeu stratégique où il y a vraiment des notions de wargame avec du dé. Mon pire ennemi, le dé. Mais qui reste on a l'impression, un format un peu escarmouche, très light, donc qui se permet de jouer assez rapidement, etc. Donc je vais vous laisser le présenter un petit peu, et voilà. Qui c'est qui veut s'atteler à cette tâche ardue qui est de présenter Norland? Je vais laisser Norman et je compléterai. Vas-y, Norman. Ça marche, mais du coup, Norland, c'est un jeu de cartes évolutif, un JCE. C'est un jeu où vos cartes vont vous servir à représenter votre armée sur un champ de bataille, comme au Wargame, sauf qu'au lieu d'avoir des figurines qui pèsent des kilos et qui coûtent un bras, et puis une table de 2 mètres pour jouer, vous allez avoir un échiquier, qui est donc un quadrillage qui
peu près de 60 cm sur 60 cm. Et sur ces cases, vous allez jouer vos unités qui sont représentées par vos cartes. Un peu comme à Magic, vos cartes représentent vos créatures que vous invoquez. Voilà, vos unités sur le champ de bataille vont être représentées par ces cartes. Et c'est un jeu de cartes évolutif parce que le but, c'est d'avoir une boîte de démarrage qui propose des armées déjà clés en main, préconstruites. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le côté je crée mon armée, je personnalise mon armée, ou je joue en compétitif, vous achetez juste la boîte de base et vous avez 4 armées différentes qui sont tout de suite prêtes à jouer et qui s'affrontent avec des scénarios pour faire du 1 contre 1 classique. Donc votre armée contre celle de l'adversaire, on va se taper dessus, puis celui qui survit le mieux gagne la partie. Ou des scénarios pour jouer à plusieurs, des captures d'objectifs, se déplacer sur le champ de bataille. Donc c'est un échiquier. Comme aux échecs, on se déplace. L'originalité du jeu, c'est que chaque unité a un déplacement spécial qui est marqué sur sa carte, diagonale, orthogonale, une case, 2 cases, 3 cases. Voilà, on a des unités qui vont se déplacer de différentes manières, qui peuvent pivoter, qui peuvent manœuvrer, qui peuvent faire des charges, comme dans le wargame, donc se déplacer puis frapper un ennemi au corps à corps, ou au tir, puisqu'il y a aussi du tir, donc on peut tirer en orthogonale. Voilà, donc le but c'est de retrouver les saveurs du wargame, mais dans une partie qui va durer en format standard à peu près 45 à 50 minutes. Donc ça reste à peu près le temps d'une partie classique. Il y a un mode initiation dans la boîte de base qui est proposé pour 20 minutes avec une demi-armée. Une armée c'est 4 cartes, une demi-armée c'est 4 cartes, donc une armée complète c'est 8 unités à peu près. Voilà, et l'autre originalité du jeu, c'est que vous avez aussi un commandant qui vous représente sur la table, donc il est à côté du champ de bataille, et il a des pouvoirs spéciaux que vous pouvez aussi sélectionner avant la partie, qui sont des boosts que vous allez pouvoir déclencher de temps en temps pendant la game, pour avoir un effet bonus, une combo, provoquer une synergie sur la table, et qui va donc pouvoir un peu renverser le cours des choses. Je me permets de répondre à Caillou 16, les dimensions c'est 60 cm sur 60 cm à peu près. Là, vous avez une vidéo où le plateau était un peu plus grand, mais en fait, on l'a réduit. On a un nouveau plateau qui a été réduit parce qu'on s'était rendu compte que c'était un petit peu grand. Je crois qu'il faisait 70 sur 70. Hein, Norman, tu me dis si je me trompe. Ça, ouais. En fait, on a vu en festival que c'était un peu c'était un peu court pour certaines tables, un peu long. Et du coup, on l'a réduit en 60 sur 60 et on voit toujours très bien et du coup, ça passe encore plus partout. Et c'est un échiquier de 7 cases par 7 cases. Voilà. Un petit peu plus court qu'aux échecs. Voilà, et il y a des terrains comme au Wargame, on a des forêts, des collines, des montagnes, donc ce sont d'autres types de cartes qu'on va poser sur l'échiquier pour faire que telle ou telle case ait une capacité spéciale ou soit infranchissable dans le cas de la montagne par exemple, ou protège contre les tirs dans le cas de la forêt. Donc même si c'est un échiquier de 7 sur 7 à chaque partie, ces cartes terrains vont moduler un peu l'espace de jeu et ajouter une dimension stratégique. Après, ce qui est intéressant dans Norland, c'est le système de combat. On voulait un système de combat assez fluide, pas s'encombrer avec un comptage de points de vie comme au Wargame. Donc on a opté pour un système en 2 temps. Votre unité, soit elle est en bonne santé, soit elle est blessée. Quand elle est blessée, en fait, on retourne la carte de l'unité et au verso, il y a un second profil qui est le profil blessé qui apparaît. Donc ça permet d'avoir une vie, entre guillemets, contrairement aux échecs où quand une de vos pièces est prise, elle meurt directement. Là, si vous perdez un combat, vous pouvez mourir, mais vous pouvez aussi survivre en état blessé. Ce qui donne tout un éventail de capacités de soins, de régénération qui apparaissent dans le jeu, comme on peut l'imaginer à Magic ou du soin à Warhammer. Et c'est suffisant pour créer un degré de durabilité dans les unités et d'encourager des stratégies de tenue de ligne, de contournement, d'attaque de flanc. Les unités sont carrées, et sur chacune des faces de leur carré, elles ont une valeur de force qui est indiquée. Et lorsque 2 unités se choquent pour se battre, eh bien on compare les forces des 2 côtés qui sont en contact. Si bien que généralement les unités ont une valeur de force plus grande sur leur face de carré et plus faible dans leur dos, ce qui fait que le placement devient primordial, puisque en vous plaçant dans le dos d'une unité, vous allez mettre votre côté fort contre le côté possiblement faible de l'autre unité, et donc créer un différentiel. Et les combats se réglant de la manière la plus simple du monde, chacun lance un D6 et ajoute sa force. En jouant sur ce différentiel, vous allez vous mettre en position favorable du hasard. Donc il y a du hasard, mais c'est à vous de faire en sorte de minorer la place du hasard dans le jeu grâce à un bon placement. Tout à fait. C'est pas possible. Non, j'ai aucune chance au dé, je déteste les dés. Alors, du coup, on a des arguments pour les joueurs comme Rosalien qui ont du mal avec les dés. Ah non, le problème c'est que j'ai pas de chance et en plus le mec en face il a toujours il a de la chance. Voilà, c'est Toujours, insolent même. Ouais, je comprends.
Alors, du coup, on a aussi un autre aspect, en plus de ce que disait Norman, de bien se placer. Vous avez aussi la charge dans ce jeu. La charge, c'est en gros, vous bougez, puis vous attaquez. Et l'avantage de la charge, c'est que si votre premier dé, au moment du combat, ne vous plaît pas, vous pouvez le relancer. Bon, par contre, vous êtes obligé de garder le deuxième résultat. Et on a aussi tout un tas de pouvoirs, de capacités dans le jeu qui fiabilisent un peu les jets de dés si jamais vous aimez pas du tout le hasard. Il y a des capacités qui permettent en fait de tirer 2 dés, garder le meilleur. Il y a des armées qui sont populeuses, donc en fait quand vous allez perdre une unité, bah, ça va avoir peu d'impact et en fait vous allez lisser la variance davantage sur la longueur de la partie. Vous avez des armées qui sont extrêmement fiables, notamment l'armée des chiens. En fait, ils ont des hautes valeurs de morale, donc en fait, même s'ils perdent des combats, ils vont jamais sauter du premier coup, ils vont d'abord être blessés, mais ensuite vous allez pouvoir les soigner, etc. Donc en fait, tous ces aspects-là limitent énormément la variance. Je peux vous assurer que si vous faites une partie contre moi ou Norman, euh, même si vous avez de la chance au dé, vous allez perdre, globalement. C'est Et c'est insolent. c'est Alors, vous avez entendu, si vous les croisez en festival, direct tous sur Thibaut et montrez-lui qu'il a tort. Allez l'écraser à son jeu. exactement. Et à l'autre bout du spectre, dans la boîte de base, il y a 4 armées, comme je vous ai dit. Il y en a une qui s'appelle les ours du couchant. Et donc cette armée-là est une armée qui est full corps à corps et qui dépend un peu plus de la variance des dés. Donc c'est pareil, si vous, au contraire, ça vous éclate de jouer toute la partie sur un dé, bah, vous avez aussi une armée dont le gameplay va vous correspondre davantage. Et comme chaque armée elle-même est personnalisable, puisque au fil des boîtes, le but c'est qu'il y ait de plus en plus d'unités, donc vous allez avoir de plus en plus de choix pour vos unités, vous pouvez très bien adapter votre armée en fonction de votre envie d'avoir beaucoup ou peu de place pour le hasard. Si vous ajoutez à ça les capacités spéciales de votre commandant, ses pouvoirs spéciaux, bah là vous avez vraiment une quasi infinité de manières d'affiner votre armée pour la faire ressembler à ce que vous avez vraiment envie de jouer, quoi. Donc, pour l'instant, vous avez 4 armées dans la boîte de base. Oui, Ça tout sera à fait. toujours 4 armées ou il y en aura des supplémentaires aussi qui vont arriver avec de nouvelles mécaniques? Alors nous, ce qu'on a fait donc sur la boîte de base, les 4 armées, ça doit représenter à peu près une trentaine d'unités différentes, 32 unités réparties sur Mhm. ces 4 armées. Mais nous, on en a déjà créé et testé plus de 150, puisque on est des joueurs de tournois de Warhammer ou même de Magic, et le but de ce jeu, c'est aussi d'être disponible pour créer du tournoi, du compétitif. Et on sait que, nous d'expérience, qu'on aime dans le compétitif, c'est quand il y a une méta qui est équilibrée, qui a besoin d'être renouvelée de temps en temps, ça c'est sûr, il faut donner un souffle nouveau quand il y a une nouvelle extension qui sort, il y a des nouvelles capacités. Mais il n'y a rien de plus frustrant pour les joueurs qui sont vétérans dans un jeu que de voir la méta exploser en l'air par la dernière boîte sortie parce que les unités sont Mhm. complètement pétées. Donc dès le début du concept du jeu, on s'est dit on veut créer une manière d'équilibrer les unités entre elles et de tous les tester avec une très grande réserve, en sachant qu'on a du matériel pour plusieurs années de sortie d'extension, mais qui a déjà été playtesté et qui est déjà inclus dans notre équilibrage de jeu, qu'on sait que ça ne viendra pas complètement détruire la construction progressive d'une méta sur l'armée. On a aussi des unités neutres de mercenaires qui peuvent être recrutées par les différentes armées, etc. Et bien sûr, il y a plein d'autres possibilités d'autres armées après. Je compléterais ce que dit Norman. En fait, on a créé un algorithme qui permet en fait de générer des unités globalement équilibrées entre elles, en fait, avec plein de paramètres différents. La seule chose qu'on ne maîtrise pas forcément directement, c'est les capacités. Les capacités, elles ont besoin d'être essayées, elles ont besoin d'être évaluées. Mais globalement, on est capable, là, si tu me demandes une unité, je rentre 4 trucs dans l'algorithme et il peut t'en sortir une à peu près équilibrée, en fait, globalement. Alors, En rentrant des... il y a Caillou qui repose la même question, mais en gros, au global, toute extension confondue, il y aurait. Votre vision, c'est combien d'armées différentes, hein, Alors, à c'est l'heure un peu actuelle, hein? difficile de vous répondre. Voilà, ça dépend un peu. Bon, nous, à l'heure actuelle, on avait designé le jeu pour s'inscrire dans un univers Norland. C'est l'univers donc qui a été créé depuis 2012. C'est une transposition fantastique de l'histoire des Vikings de Normandie. Donc, il y a de l'histoire, mais il y a aussi de la fantaisie. Donc, ça va te plaire. Je pense que ça peut te plaire, Rosalian aussi. Mhm. Et dans cet univers, il y a les 4 grandes lignées
qui sont toutes héritières, enfin descendantes du père fondateur du Norland, Rungsvaldr, et elles peuvent toutes concourir au trône, à la couronne du Norland, mais elles sont amenées dans leur histoire à rencontrer pas mal d'autres nations et d'autres lignées. En tout et pour tout, on avait déjà identifié au moins 8 armées différentes et les mercenaires. C'est quoi les. Je pense que les quatre. Bon, on va juste parler des quatre armées de base. C'est quoi leur mécanique on va dire, principale dans la boîte de base? Vous avez parlé des ours qui sont. Alors, je crois que les ours, c'est ceux qui sont complètement en mode aléatoire, c'est ça? Alors les ours, ça va plus être des... Ouais, c'est un peu des barbares, ils ont des mécaniques assez bourrins, Des un berserkers, peu quoi. aléatoires. Ouais, en gros, ils vont quand même mettre les chances de leur côté parce qu'ils ont des grosses valeurs de force un peu devant, etc. Mais au niveau du déplacement, bon, si tu n'utilises pas les pouvoirs, c'est assez moyen, donc ils peuvent se faire quand même assez vite contourner. Après, tu as les serpents, donc eux, ça va plus être un peu des sournois, des perfides qui tirent, donc ils ont pas mal de tirs. Ils ont la mécanique du poison qui est assez cool pour essayer de one-shot plus facilement les adversaires plutôt que de les blesser. Et ils ont des valeurs de mouvement qui sont assez cool. Bah, là, sur la vidéo, on voit d'ailleurs une unité serpent. Après, donc ça, c'est les factions qui sont dans l'initiation, que toi, Rosalind, tu as faites. Donc en fait, il y avait les ours contre les serpents. C'est C'est ça. les armées un petit peu faciles à prendre en main, entre guillemets. C'est Et un peu après, les antagonistes aussi, parce que tu as les ours eux, ont tendance à se mettre en mode berserk quand on les blesse, c'est-à-dire c'est une des rares armées quand elle est blessée, elle peut devenir plus forte et plus dangereuse quand elle est blessée. Donc il y a aussi ce côté qui tout double chez les ours. Et chez les serpents, c'est tout devant, mais rien en morale derrière. Et donc une fois qu'on les a blessés, ils sont lessivés et ils vont plutôt se cacher et faire du refus de jeu pour pas donner des points à l'adversaire. Donc on a un peu l'antagonisme des deux. Ouais. c'est ça. Et après, du coup, il y a l'armée des chiens et des corbeaux. Donc l'armée des chiens, eux, c'est plus une armée un peu basée sur la lumière, entre guillemets. Je sais pas si Norman me contredira, mais Oui, ce sont ça va les plus plus être des unités. sédentarisés des Vikings. En fait, ils représentent le début du Moyen Âge, l'implantation des Vikings en Normandie, le duché de Normandie qui devient terre pour Rollon, et donc on commence à développer les savoirs, les connaissances, les arbalètes. On commence à tourner le dos au polythéisme pour croire au Dieu unique, et donc on croit au Dieu unique et à la lumière du Dieu unique. Donc, il y a une thématique très chevaleresque ou pré-chevaleresque chez les chiens du lac. C'est ça. Et donc en termes de gameplay, bah, ça va être des unités une armée qui va se baser un peu sur la capacité du soin. Donc en fait, ils vont avoir des valeurs de morale assez élevées, ce qui fait qu'ils vont difficilement se faire one-shot et ils vont pouvoir avoir des pouvoirs ou des unités comme les moignons qui vont pouvoir soigner des unités blessées. Donc c'est une armée assez résiliente, assez chère en points, mais assez résiliente. Et enfin, il y a l'armée des corbeaux. Donc ça, c'est l'armée que je préfère, j'avoue. Donc eux, ils sont pas très forts, mais ils sont plutôt nombreux. Ils ont des unités très mobiles mais très nulles. Les corbeaux notamment, qui ont des capacités de vol, ils peuvent faire quasiment la moitié de la map, Si un peu je peux comme me ils veulent, permettre, etc. c'est les gobelins, quoi. Ouais, un petit peu. En termes de peuple, ouais. Après, ouais, c'est une armée qui est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Ils maîtrisent un peu la magie des runes, qui va en fait leur permettre d'être un petit peu plus résilients sur certains côtés, un petit peu plus efficaces parfois. Enfin, voilà. Donc c'est une armée un peu basée là-dessus. Au niveau du background, ce sont les Vikings purs, ceux qui sont restés de l'autre côté de la mer du Nord, avec les croyances en Odin, Loki, et donc la gravure des runes. Les runes leur donnent une capacité d'attrition et d'attente. Comme ils sont très nombreux, ils peuvent jouer l'attente et les activations, griller des activations, pendant que l'autre joue ses unités cruciales. Eux, ils jouent leurs petites unités, et au bout d'un moment, par l'effet de débordement, ils vont jouer tout seuls et ils vont commencer à prendre la main avec ça en ayant bloqué le début de round grâce aux effets tampons des runes. Ouais. Ces corbeaux de tempête sont très intéressants pour ça. C'est Euh, les plus vikings de tous. si on n'est pas habitué du wargame, le temps de maîtrise de ces factions, il est long. C'est combien de parties à peu près? Alors là, je Voilà. parle. Alors, euh, alors déjà, pour maîtriser le jeu, ce qui est cool, c'est qu'il y a une partie d'initiation. Et en fait, elle dure 25 minutes.
On en reparlera, mais c'est ce qui nous a, entre guillemets, permis de gagner le pari ludique l'année dernière. C'est-à-dire qu'on avait 5 minutes d'explication, 25 minutes de partie, et les gens savaient jouer à Norland. Donc ça, c'est assez cool. C'est Pour un vraiment pas wargame, beaucoup ouais, pour un c'est wargame. vraiment pas mal. Oui. Après, la temps de maîtrise des factions, je dirais que c'est un peu variable suivant les factions. Moi, je sais pas pour toi, Norman, mais moi, je me suis considéré, on va dire, bon joueur à Norland, peut-être au bout de peut-être quand même une bonne dizaine de parties, au moins. Je Après, pour le pense en tout maîtriser cas, il y a au complètement, moins une ou deux parties que tu vas perdre pour comprendre ce que tu aurais dû faire et que tu n'as En pas fait, fait. Donc, c'est exactement ce que Norman dit. C'est à combien de parties. Parce que c'est le genre de. Je pense que c'est le genre de jeu que tu comprends en fautant, en fait. C'est-à-dire que hmm, faut que tu fasses une connerie pour dire ah oui, c'est pas comme ça que ça marche avec cette troupe-là. Faudrait plutôt que je fasse ça la prochaine fois. Et c'est en faisant des tests que tu commences à bien comprendre comment fonctionne, etc. Parce que vous créez la mécanique et la vision de la faction. Donc vous savez comment elle doit se jouer, en gros. Comment vous l'avez imaginé, vous savez bon, déjà elle la est jouer. attendue, ouais, normalement, M- ouais, c'est ça. Mais la personne qui va jouer au jeu, elle sait pas. Il n'y a pas vraiment écrit en gros. Alors là, faut plutôt que tu fasses du débordement. Là, faut plutôt que tu Mhm. fasses t'attendre qu'ils viennent pour aller Parce que si tu joues les corbeaux et que tu fonces dans le tas, à mon avis, t'es un peu mort, quoi, tu vois. ouais, Voilà, sauf Tu si vois, celui d'en face fait des erreurs du même niveau. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibrage de niveau. C'est un jeu où tu es très récompensé de ton expérience, mais le contre-coup de ça, c'est que si un joueur expérimenté joue contre un novice, le moindre faux pas du novice ouvre une autoroute pour le joueur expérimenté pour lui rouler dessus. Donc c'est vrai que là, à niveau égal ou à néophyte contre néophyte, ça se sentira pas. Tout le monde Mhm. fera des erreurs incroyables de chaque côté sans vraiment s'en rendre compte, et la partie sera très cool, il y a pas de problème. Donc c'est une question, voilà. Par contre, pour les joueurs vétérans qui veulent vraiment rejouer, maîtriser et faire du tournoi, bon bah là, ils savent que les gros joueurs seront récompensés de l'expérience et du temps qui passe dans la prise en main du jeu. ouais, je Euh, dirais que c'est variable selon les factions. Je pense que les ours, enfin moi je pense, enfin les gens pensent facilement que c'est une armée assez facile à maîtriser. Mais finalement, c'est pas si facile parce qu'en fait, les gens ont envie de foncer comme, un peu comme des oiseaux, entre guillemets, dans le tas. Et finalement, quand tu perds une unité, vu que c'est des unités coûteuses et qu'un mauvais jet de dés peut vite te pénaliser, bah, peux- tu peux quand même perdre assez vite. Donc, ouais, je pense que il y a quand même des armées plus ou moins faciles. Puis ça va dépendre aussi de ta liste sur le long terme. Si on parle du côté compétitif, il y aura des listes plus ou moins simples à jouer, quoi, selon les capacités que tu utilises. C'est sûr que les corbeaux de tempête, si dès le début de la game tu n'as pas bien vu l'intérêt des runes, ni l'intérêt de jouer d'abord tes runes pour te protéger avant de déplacer tes troupes, ça peut être beaucoup plus dur de t'en sortir. Les serpents, par exemple, eux, ils sont mobiles, ils peuvent attaquer au corps à corps en se plaçant bien, ils peuvent faire du tir. J'ai envie de dire, si tu fais des erreurs avec, tu as plus de ressources pour rebondir. Donc peut-être que les serpents, voilà, tu vas la prendre en main un peu plus facilement, ou en tout cas, tu vas pas être tout de suite dans un trou que tu peux pas résoudre. Voilà. Et puis bah, les chiens du lac, comme tu as du soin, à la limite, même si tu fais un peu n'importe quoi avec les chiens, bon bah tu peux toujours te soigner derrière, donc rattraper tes erreurs aussi. Ouais. euh, Alors, je vais sauter des questions. Alors, moi, j'ai deux questions. Vous parlez de JCE. J'en ai déjà parlé avec Norman, je crois. Non, c'est une appellation un petit peu réservée, je crois. Je ne sais, je sais pas si c'est, mais pour moi c'est une typologie de vente qui est un peu réservée, donc vous n'allez pas appeler ça du JCE, je pense. Alors je sais pas si vous en avez déjà parlé avec Mhm. votre éditeur ou pas, mais Non, et puis de toute façon, on sera sur enfin, je crois que c'est Expandable Card Game, le sous-titre qui oui, sera, qui donc sera retenu. Voilà. oui, Expansible. Ouais, pas de parce souci que ça. là-dessus. Ouais, non, non, Euh, pas de problème. et le lien historique, donc je suppose que c'est Norman qui l'a fait, donc tu as dû faire plein de recherches, etc. Ça t'a pris combien de temps
de travail. En fait, c'est une histoire assez incroyable, l'univers de Norland. Au départ, Norland a été inventé en 2011 pour servir de fond, de background à du jeu de rôle grandeur nature. Parce que je faisais partie d'une association du jeu d'histoire des gendarmes de Normandie. C'était une association hébergée par la gendarmerie de Haute-Normandie. On faisait du jeu de société, jeu d'histoire. Et il y avait un copain qui s'appelait Guillaume, qui était gendarme dans cette association et qui s'est dit tiens, je voudrais que mon association se lance dans le jeu de rôle grandeur nature. Mais j'aurais besoin de quelqu'un pour m'inventer un univers, créer un univers. Et donc c'est là qu'on s'est mis à travailler ensemble et à réfléchir à exploiter l'histoire de la Normandie façon fantasy. Donc on a écrit un script, on a très vite vu les 4 archétypes, les 4 familles. On voulait cette histoire pour notre premier GN, 4 groupes un peu concurrents pour attraper la couronne d'un trône qui est vide. C'est un motif qu'on retrouve très souvent dans les gestes médiévals, qui était repris par Shakespeare, puis repris par Trône de Fer. Mais voilà, la chaise vide du trône et puis la guerre qui s'ensuit pour récupérer le trône, c'est présent dans l'histoire médiévale et l'histoire normande. Donc on s'est basé là-dessus, on a fait notre premier GN, il y avait 90 personnes sur un terrain municipal, on avait des tentes, des barnums, et puis on a joué à la guerre en armure, on a mangé au coin du feu, et tout le monde s'est pris au jeu de cette histoire, alors qu'on était au mois de juillet, il pleuvait des cordes, comme quoi ça arrive vraiment en Normandie aussi. Mais tout le monde a oublié le mauvais temps qu'il faisait et tout le monde est parti avec des étoiles dans les yeux. On s'est dit, bah, c'est parti, on y va. Et on a fait des GN dans cet univers jusqu'en 2017, donc pendant 6 ans, en sachant que le dernier, il y avait plus de 500 participants, spectacle équestre, de feux d'artifice, on avait un château fort, qu'on a toujours d'ailleurs, qui est partenaire de notre association encore, qui héberge nos GN, nos jeux de rôle grandeur nature, donc régulièrement. Il y a eu plus de 2000 gens qui ont participé à Norland à un moment ou à un autre de ce GN. Et pour tous ces gens, il y a eu des équipes de scénaristes qui ont écrit des histoires. C'est-à-dire à chaque personne qui est venue, à chacune de ces 2000 personnes, on a dit, bah toi, tu vas t'appeler comme ça, tu es né à tel endroit, tu vas partir à telle lignée, et tu cherches à faire ceci, tu as une quête, et c'est ça. Et donc derrière nous, on galopait, et moi j'essayais de rassembler, parce que les gens arrivaient en disant, ah, mais il nous faut une géographie, et puis la cosmogonie, les dieux, et puis les langues, et puis les alphabets, et puis les sorts, et puis les potions. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été pendant des années à produire des centaines et des centaines de pages et à créer cet univers-là. Et c'est à tel point maintenant que j'ai même une amie qui a fait GN avec moi qui est en train d'écrire le premier roman, qu'elle est en train de remettre sous forme d'histoire romanesque tout ce qui s'est passé dans la première partie de ce jeu de rôle grandeur nature. Voilà comment on en est arrivé à l'univers de Norland. Donc quand avec Thibaut on s'est dit on veut faire un jeu de société, jeu de plateau qui soit du wargame. Je dis les wargames c'est bien, mais il faut que derrière il y ait un background qui envoie du rêve. Je dis moi j'ai un background qui envoie du rêve qui est disponible. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour lancer ce jeu de société. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Comme le dit Ouais. Caillou, trop bien, ça a l'air super riche du coup. Ah oui, mais ça a l'air. C'est des années et des années. Vous avez de quoi faire même 2-3 suites, je pense. Ouais. Sans problème, ouais, sans problème. Tu voulais rajouter quelque chose, Thibaut? Non, bah moi c'est sûr que quand Norman m'avait parlé un petit peu de ça, enfin, moi j'ai du mal à être hypé par les univers, etc. C'est vrai que je suis un peu hermétique à tout ça, mais enfin, je trouve que ça ajoute quand même beaucoup de cachet au jeu en fait. On a quand même un habillage qui est extrêmement sexy et du coup bah la mécanique, enfin je trouve elle est un peu sublimée en fait par tout ça, donc c'est chouette, ouais, c'est vraiment chouette. Alors, question assez. On va parler des process créatifs autour du jeu Norland. Euh, Vous êtes parti de la mécanique ou de la thématique? En fait, c'est Norman qui avait pour projet, parce que Norman a fait quand même un peu plus de wargame que moi, et il en avait un petit peu marre, entre guillemets, du matériel des wargames, et il voulait vraiment quelque chose, un wargame de voyage, en fait, hein. Hmm. Globalement, c'était ça. Donc, il est venu globalement avec cette idée auprès de moi. Et en fait, le but, c'était vraiment de créer quelque chose en respectant cette condition-là. Et en fait, on en est venu à Norland. Alors, au niveau des prémices, on a dû tester un certain nombre de choses, mais finalement, c'est venu assez vite, la mécanique. Je crois, de souvenir, je sais plus exactement, mais les deux grosses qualités du jeu, je pense, sont le système de combat qui est vraiment simple et le fait de flip sa carte blessée. Enfin, pour moi, ça a été vraiment les deux révélations du jeu. Après, le reste, ça a été des choix.
des choix de game design en fait. Mais ces deux choses-là, une fois qu'on les a eues, en fait, on a pu vraiment travailler. Et ça, c'est venu en discutant, en observant un peu un échiquier comme ça. C'est vraiment ça. Enfin, je sais pas si tu as plus de souvenirs que moi, Norman, là-dessus. Non, mais c'est ça, on s'est dit on veut faire un wargame, mais là on arrive dans des âges, il y a les enfants, le travail, les heures pour peindre les figurines, ça manque, le budget aussi des fois, et comment trouver le plaisir qu'on a à jouer à un wargame, mais en condensé, en concentré. Et donc on a pris tous les points du wargame un par un, et on a dit bah, qu'est-ce qu'on peut proposer d'équivalent qui soit plus simple. Donc voilà, dans le wargame il y a le déplacement, il faut un mètre, il faut mesurer des charges, il faut faire des roues, c'est complexe. Bon, bah, on remplace par un échiquier pour normaliser les mouvements sur un échiquier, ça va être plus simple. Les points de vie, il faut des jetons, il faut retirer les figurines. Bon, bah là, on a le système de la carte qui se retourne côté blessé. Donc c'est comme ça, en prenant les points du wargame un par un, en essayant de trouver un substitut assez cool, mais plus simple, que le système s'est créé. Et après, une fois qu'on a eu un premier système qui avait l'air de tenir la route, on a découpé nos premiers cartons blancs et puis on a mis des traits au feutre pour faire les caracs sur les côtés et le dos. On a fait un échiquier, on a dessiné 7 cases sur 7. Je crois que dès le départ, on était d'accord sur 7 sur 7. Ouais. Et on a fait notre première partie avec des bouts de carton blanc. Et la partie, on l'a jouée. C'est-à-dire que déjà, c'est très rare pour un prototype quand tu sors ton premier bout de carton que ce soit jouable. Et là, non seulement c'était jouable, mais en plus, c'était intéressant. Avec des bouts de carton blanc, c'était intéressant. Donc là, on a su qu'il y avait déjà une grande partie du travail qui allait être facile, entre guillemets, comparativement à d'autres jeux, notamment la guerre des Gaules, auquel on a travaillé, où là, il a fallu des années pour trouver une mécanique qui tourne. Là, on avait la mécanique qui est tombée un peu toute seule. Et après, bah, c'est venu l'univers. Donc on a pris l'univers et on s'est dit, bah voilà, si avec cette mécanique, on devait faire les chiens du lac, qu'est-ce qui caractérise les chiens du lac dans l'univers? Et là, l'univers nous a inspiré des capacités. Parce que j'étais toujours dans cette idée que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'histoire soit racontée par le jeu. Il faut qu'il y ait des échanges entre les deux. Il ne faut pas plaquer un système sur une histoire. C'est bien quand ça fonctionne. Donc voilà, les chiens du lac, ils ont la lumière qui est régénératrice. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut une capacité de soin chez eux. Et comme ça, on a pris bah, les idées de capacité une par une. On en a fait plein. Puis on en a enlevé plein. Et on a gardé que celles qui marchaient vraiment et qui déséquilibraient pas le jeu. Et après, il y a eu le système de points. On a créé des points, des coups pour les unités. Vous avez Ouais, commencé le jeu en quelle année? finalement, celui-là, on l'a pas commencé il y a si longtemps, Norman. Moi, je dirais que ça fait 2, 3 ans, pas Je plus. pense que, bah attends, je peux te dire parce que j'ai les tout vieux, les tout premiers trucs par là, ouais, je dirais 3 ans à mon avis. Mais on avait Ouais, beaucoup non. appris de nos erreurs sur la guerre des Gaules aussi, hein. On a gagné énormément de temps parce qu'on avait déjà fait un gros jeu avant où on s'était trompé plein de fois. Et donc du coup, voilà, c'est des erreurs qu'on n'a pas refaites sur Norland à ce moment-là grâce à ça. Et la force aussi de Norland, c'est que comme ça se joue à deux et qu'on a des groupes d'amis un peu experts sur ces jeux-là, on connaît beaucoup de gens, on a organisé des grandes sessions de testing en fait. Avec un peu de bière, hein, évidemment. Et au final, on a carrément organisé quasiment des tournois chez Norman de ça. Et en fait, on a vu quand même que dans nos amis, ça se prenait quand même assez fort au jeu, assez vite, assez bien. On voyait des gens qui jouaient plus régulièrement que d'autres à ce jeu-là, qui commençaient à masteriser un peu le truc et à exploser un peu les novices aussi. Et du coup, en fait, en voyant cet engouement-là auprès de nos amis un peu experts de Wargame, on s'est dit qu'il y avait quand même un truc. Et c'est après ça qu'on s'est inscrit au concours de Paris, en fait, globalement. Bah, Été 2020 pour nos premiers, été 2020 pour nos ah, c'est premiers prototypes. Bah, pour avancer sur le festival, justement, vous êtes inscrit au concours de proto du PEL de l'année dernière. Ouais. Alors, comment ça se passe, justement, le concours et bah, vous avez réussi à gagner le prix expert. Qu'est-ce que ça vous a apporté derrière? Alors, bah, le concours, j'avais vu un peu sur les réseaux que ça démarrait. Du coup, j'en avais parlé un peu à Norman. Et bah, déjà, il y a une première sélection qui est faite qui est assez draconienne hein, des bénévoles en fait de Paris. C'est-à-dire que l'année où on l'a passé l'année dernière, ils ont reçu 300 candidatures globalement pour le festival, hein, qui est énorme. Et en fait, ils se sont un peu répartis toutes les règles de jeu pour les trier et pour sélectionner en fait 20 jeux en famille et 10 jeux en expert.
Donc ça a duré quelques mois une fois qu'on a candidaté. Je sais plus exactement quand, mais peut-être vers le mois de mai, on a su en fait qu'on était sélectionné parmi les 10 jeux experts. Donc déjà, on était plutôt contents. On ne sait pas exactement la proportion de jeux experts, mais enfin, on avait potentiellement, on était passé devant une centaine de personnes, donc c'était quand même déjà plutôt encourageant. Et ensuite, bah, du coup, quand tu arrives là-bas, tu as un concours sur le week-end où en fait, tu as le public qui va venir jouer à des jeux, donc un peu les jeux qu'ils veulent. Et en fonction du nombre de jeux qu'ils ont testés, ils vont voter et leur vote sera pondéré. En fait, plus ils vont tester de jeux, plus leur vote vaudra des points. Et moins ils ont testé de jeux, moins leur vote vaut des points. Donc en fait, tu as tout le public qui passe tout le week-end, tu fais jouer des gens à tes protos, à ton proto, ils testent un peu, etc. Et à la fin, ils votent. Et du coup, les vainqueurs sont désignés de cette façon-là. En gros. Il faut savoir on nous a appris les règles du tournoi, les règles du jeu le jour même. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur place, on savait absolument pas comment allait se passer la compétition des prototypes. Ils ont réuni tous les auteurs le matin du premier jour. Ils ont dit, bah voilà, vous êtes tous en lice pour les deux catégories, famille, expert. Vous allez accueillir les gens. Vous avez une personne qui est responsable de rang. Par rang, il y a un responsable qui est chargé d'aller chercher les gens dans le festival pour venir les faire jouer. C'est-à-dire que toi, normalement, en tant qu'auteur, tu n'as pas à aller achalander les gens pour qu'ils viennent. Ce sont les bénévoles qui animent et qui t'amènent des gens pour jouer. Et toi, tout ce que tu as à faire, bah, c'est les faire jouer, qu'ils passent un bon moment. Et quand ils partent, essayer de les inciter à aller voter pour pas qu'ils partent sans voter, puisque vu qu'ils ont joué à ton jeu, tu as un peu plus de chances qu'ils votent pour toi que ceux qui n'ont pas joué du tout. C'est comme ça. Et ça, c'était plutôt cool pour nous parce qu'avec une initiation qui se joue en 20-25 minutes la partie, même si c'est un jeu qu'en 1 contre 1, voilà, on peut toutes les demi-heures faire jouer 2 personnes. Là où un jeu qui va durer 2 heures va peut-être en faire jouer que 3 ou 4. Donc Vous on avait aviez cet qu'une table? avantage-là. Hein. Non, on avait 2 tables D'accord. on avait une table, mais on avait la place pour 2 protos. Donc on avait 4 chaises. Donc c'est vrai que ça nous donnait les règles du jeu étaient plutôt en notre faveur sur ce format-là, mais on n'a jamais su notre score final puisque ça reste secret jusqu'à la fin. On a juste su qu'on était premier de très loin, selon l'expression que nous a donnée la personne du jury. Donc on a travaillé dur. On n'avait plus de voix, Ouais. on enchaînait comme des malades. Et voilà. Et on faisait jouer les enfants, les mamans, les personnes âgées, on faisait jouer tout le monde et tout le monde s'éclatait. Et ça aussi, c'était quand même déjà un signe qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Parce qu'à Quand- réussir à faire jouer un wargame sans utiliser le mot de wargame, parce qu'on ne disait pas ouais. wargame, pour pas faire peur aux gens, on disait venez jouer à notre jeu, vous allez voir, ça se dure 20 minutes. On faisait vraiment jouer tout le monde et tout le monde prenait du plaisir à ça. L'avantage de la partie d'initiation, contrairement au game un peu plus balèze, c'est que la variance est assez présente en fait. Et du coup, bah, n'importe qui, même un gros néophyte contre un joueur plus confirmé, peut gagner en fait. Le dé a plus d'importance dans cette partie parce qu'il y a moins d'unités, il n'y a pas de capacité de ouf, etc. Et du coup, bah, ça a plu énormément à tout public. On a même eu Donc, ça a plu aux enfants, etc. On a même eu un joueur d'échecs hyper balèze qui est venu et qui a bien aimé. Enfin, on a vraiment vu plein de gens. Je pense que sur le week-end, on a fait quasiment 80 parties chacun avec Norman, ce qui est beaucoup. C'était la Du folie. coup, C'était c'était la folie. chouette. Ouais, ouais, on était bien rincés. Mais Ça ça vous a, valait le coup. ça vous a permis quoi derrière d'avoir ce prix? Est-ce que ça vous avait apporté un peu plus de visibilité, des rencontres éditeurs? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou juste le plaisir d'être premier et de valoriser votre travail et c'est déjà pas mal. Alors, bah, on pensait honnêtement, enfin moi, peut-être pas Norman, moi je pensais que ça nous apporterait plus de choses sans qu'on ait rien à faire, globalement. On a quand même eu un éditeur une semaine après, un assez gros éditeur qui est venu nous parler pour nous dire que si le jeu lui plaisait, il nous éditait directement. Finalement, le jeu, enfin comme c'est un jeu quand même qui est un peu particulier, hein, c'est quand même un wargame un peu, donc ça peut rebuter certains, finalement il l'a pas pris. Mais par contre, ça nous a quand même permis de mettre vraiment un pied dans le monde en fait de l'édition. Parce qu'en fait, on a appris beaucoup de choses à l'issue de ce concours justement en démarchant un peu les éditeurs et en communiquant avec le prix en fait. Mais ça, Ouais, ça on a, vous permet de mettre le pied dans la porte en disant j'ai quand même été premier du PEL, donc ça veut dire que vous n'allez pas perdre votre temps à regarder le jeu
Je pense que ça peut déjà, ça a pu peut-être jouer là-dessus. Même si c'était à vous d'aller dire, oh regardez, on a gagné un prix quand même. On a quand même des éditeurs qui sont passés dès le dimanche avant que le festival soit fini. Il y avait déjà des éditeurs qui sont passés sur la protozone, qui se sont arrêtés à notre table. Nous, on a été en voir aussi directement en disant bah là, on vient juste d'avoir le prix. Et donc la personne qui peut-être ce jour-là nous aurait dit non a dit bah laissez-moi votre flyer, laissez-moi votre présentation. Donc ça a permis effectivement de nouer un premier contact. Mais après, derrière, il y a tout le travail de relance, de mail, d'appel pour garder ce contact. Parce que même si au bout, c'était bah non, finalement, Norland ne correspond pas vraiment à ce que je recherche en ce moment dans mon catalogue. Mais si vous avez d'autres projets, et là, effectivement, ça a été une porte d'entrée pour montrer les autres choses qu'on fait à côté, même la guerre des Gaules, pour remettre la guerre des Gaules en avant auprès de certains éditeurs. Et pour Norland, à proprement parler, je pense que là, si le jeu se concrétise prochainement, il y aura Pels sera quand même un peu au centre de ce qui va faire que ça se concrétise, ouais, je pense, un petit peu. Ouais. Enfin, je prends des pincettes en disant ça, mais notamment avec des éditeurs étrangers, le prix de Paris, ça fait bien, globalement. Mm. C'est assez sexy, en fait, même en termes de com, pour un éditeur international ou quoi, c'est assez cool. Euh, et nous, enfin, mais en tout cas, ça nous, c'est quand même nous qui devons aller communiquer et aller chercher les éditeurs avec ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais du prix de Boulogne tout à l'heure. Je pense qu'il y a que celui-ci où tu peux peut-être, entre guillemets, glander un peu après avec ton prix et les éditeurs viennent te voir. Mais même Pell, qui est quand même un concours difficile, t'es quand même obligé de t'atteler au truc pour essayer de te faire éditer. Et un autre effet collatéral de Pell, c'était que au départ, avant qu'on ait le prix, il avait été convenu avec l'organisation de Paris Ludique que le gagnant serait invité à Cannes 2023. Bon, finalement, pour des raisons internes à l'événement, on ne nous a pas invités, bien qu'on ait gagné le prix, on n'a pas été invité à Cannes. Mais du coup, on s'est dit, bah, on va y aller quand même. Et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu le courage ou l'audace d'aller à Cannes dès cette année. Et donc tout ce qui s'est passé à Cannes cette année n'aurait pas eu lieu pour Norland comme pour les autres jeux. Donc c'est ça aussi, finalement, ça a un peu accéléré les choses en nous légitimant à aller tout de suite un peu au niveau supérieur. Ouais, tout à fait. Euh, On va couper là parce qu'on a un planning à tenir et d'autres jeux à aborder. Donc on va clôturer la phase Norland là-dessus. J'ai mis l'Instagram et le Facebook dans le chat. Il sera aussi Ouais. en dessous dans le replay. J'ai vu que vous proposez du print and play pour si des gens voudraient essayer le jeu, je crois. Oui, Ouais, non. tout à fait. Ouais, c'est vrai. On a adapté nos stratégies petit à petit auprès des éditeurs parce que même les éditeurs, de plus en plus, avoir un print and play, ça peut les encourager à tester un jeu qu'ils n'auraient pas forcément testé s'il n'y avait pas ça. Donc La maintenant, on fait des question, print and est-ce play. que c'est disponible au public? Le print and play. Bonne question. On n'a jamais eu la demande. Ça a été toujours c'est un fichier interne, un fichier interne pour le moment. Je sais pas. Bah, faut qu'on y réfléchisse, Thibaut. Pourquoi pas? On va en parler. S'il y a de la demande, ça va. Quelqu'un qui est intéressé par le jeu, a envie de le tester, si vous êtes influenceur ou autre, vous voulez en parler, n'hésitez pas à les contacter sur leur réseau pour voir Voilà. si vous pourrez avoir accès à ce print and play ou pas. Voilà. Est-ce que du tabletop, sinon, c'est un truc que vous aviez pensé à faire? Alors, on nous l'a demandé une fois, mais en fait, on s'est jamais trop intéressé. Enfin, je pense enfin, c'est pas du codage, mais il faut paramétrer un peu le truc. Enfin, C'est c'est vrai que ça. Norland. Je pense clairement Non, que Norland, il est très très bien pour ouais, ça, je parce pense aussi. que il y a peu de manipulation. Tu fais pas de mélange, tu vois, c'est pas du Magic. Ouais, ouais, tout à fait. Donc je Mais pense que c'est c'est vrai très que très bien. je m'y suis pas pensé, je m'y suis pas penché, pardon, mais je pense que, enfin, après, on n'était pas trop au courant de ce truc-là, mais je pense que dans pas très longtemps, je jetterai un œil, en fait, à ça, et donc, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Si vous sortez une version, n'hésitez pas à me le dire. On fera une partie de démonstration
pour dire que c'est potentiellement disponible si des gens veulent venir découvrir votre jeu. Ça peut être sympa. Donc, on va parler de votre premier jeu, je crois, qui est La Guerre des Gaules, qui est, on va dire, un jeu un peu plus complexe, compliqué pour vous peut-être. J'ai cru comprendre qu'il y avait des passages plus ou moins difficiles. Est-ce que vous pouvez nous, en une dizaine de minutes, nous parler de ce jeu? Ouais. Norman, je vais te laisser parler un peu de l'historique et Ouais. de l'aspect aussi historique de la guerre des Gaules, et puis je parlerai un petit peu du système de jeu après. Bah, c'est notre premier jeu qu'on a essayé de faire avec Thibaut, donc forcément il y avait toutes les difficultés d'un premier jeu, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop par où commencer ni vers où on allait, et très vite c'est allé vers un jeu quand même plutôt expert, plutôt à l'allemande, donc avec un certain nombre de matériel, des parties assez longues, des règles assez complexes, donc c'était très ambitieux, trop ambitieux probablement pour un premier jeu. Donc on a eu des premières versions qui d'ailleurs au départ n'étaient pas du tout sur le thème de la guerre des Gaules. On savait qu'on voulait un jeu qui soit jouable à beaucoup de joueurs simultanément sans attendre son tour, un peu sur la mécanique de Seven Wonders, on peut jouer tous ensemble grâce à une draft commune, mais on voulait aller un peu plus loin que Seven Wonders dans l'immersion, dans ce que le jeu racontait. On voulait aussi un jeu qui soit semi-coopératif et semi-compétitif. Donc les joueurs sont censés jouer un peu ensemble contre une cause commune contre un adversaire commun, mais en même temps il y aura quand même un gagnant à la fin de la partie. D'où le recoupement avec l'histoire de la guerre des Gaules. Chacun des joueurs incarne un clan gaulois en lutte contre l'envahisseur romain. Les Gaulois doivent unir leurs forces pour repousser les Romains. Mais à la fin de la partie, il y aura un seul clan gaulois qui sera désigné pour régner sur la Gaule. Et c'est celui qui aura le plus de renommée, en sachant qu'on peut gagner de la renommée en combattant les Romains, mais aussi en trahissant ses copains. Et donc il y a de la trahison, une dimension de collaboration et de trahison dans le jeu. Sinon, pour le reste, c'est un jeu de gestion assez classique. Il y a une première phase de draft qui permet de s'équiper ou de développer son clan gaulois en recrutant des Gaulois, des druides, des bardes, des espions. Et il y a une deuxième phase de jeu à chaque manche où après on met en commun nos forces contre les Romains sur un plateau avec des territoires hexagonaux qu'on conquiert. Voilà. Donc, Ouais. ça se présente. Je vais compléter un petit peu. En fait, c'est aussi un jeu où on a voulu aller jusqu'à 8 joueurs. Donc pour un premier jeu, c'est quand même assez costaud hein, en termes de développement, en termes d'équilibrage. Enfin, un jeu resté équilibré jusqu'à de 2 à 8, c'est balèze. Mais d'un certain côté, ce qui est cool, c'est que ça intéresse beaucoup les éditeurs, hein, ce format-là, parce que bah, c'est quand même un format qu'on retrouve pas. Un jeu expert de 2 à 8, il y en a quasiment pas. Seven Wonders va jusqu'à 7, mais à partir de 7, c'est quand même un petit. Enfin, à partir au-delà de 5, je dirais que c'est quand même plus un jeu de chance qu'autre chose. Là, on est quand même sur un aspect compétitif qui reste. L'autre aspect qui est vraiment cool, c'est l'aspect semi-coopératif, ce que disait Norman. Mais pareil, en termes de développement, c'est très difficile. Parce qu'en fait, en gros, le joueur qui va plus savoir jouer des espions va plutôt parier sur la défaite de la partie, c'est-à-dire que l'équipe perd contre les Romains. Et le joueur qui joue les bardes va plus parier sur la victoire. Mais en fait, ça, en termes d'équilibrage, c'est difficile. Mais par contre, c'est vraiment sympa, quoi. Parce que, en gros, si le jeu se passe plutôt bien, bah, on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer dans la bataille, ou pas vraiment. On a des petites orientations. Et en fait, ça fait vraiment le sel du jeu et le twist du jeu. Parce qu'en fait, le mec qui a parié sur la bonne issue va marquer plus de points. Et ça, c'est vraiment original parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu où tu retrouves ça. Le temps de jeu en fonction du nombre de joueurs est plus conséquent, c'est quasi le même. C'est un peu plus conséquent, mais comme il y a toute cette première partie de chaque manche qui est une draft et que la draft se fait en simultané, c'est pas non plus exponentiel. Donc il y a quand même, voilà, forcément il y aura un peu plus de temps parce que dans la phase de conquête, il y a plus de joueurs qui tentent de conquérir les territoires. Mais on va donner une partie à 3-4 joueurs, ça peut se jouer en 1h30, 2 heures. Si on est de 5 à 8, on va peut-être jouer 2 heures, 2h30, mais ça va pas être non plus 4 heures. Voilà. Donc c'était ce qu'on visait. Et venant
d'une époque avec les copains, on jouait, on adorait les jeux de stratégie, mais il y avait toujours plein de potes le week-end à la maison. Et pour jouer à 7 ou 8 à un jeu de stratégie, on se retrouvait à jouer à Risk éternellement. Et Risk, on en a vite fait le tour. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi garder cette ambition du 8 joueurs sur la guerre des Gaules. C'était pour répondre un peu à ce format-là, du gros jeu où on se met tous sur la tête avec un peu de défi intellectuel à beaucoup. Ce qui est Ah, cool aussi, moi je trouve, c'est que c'est un jeu assez lisible. C'est-à-dire que tu as vraiment une phase de draft et une phase où tu vas envahir un territoire avec les cartes que tu as draftées. Et t'as quand même un aspect stratégique extrêmement important sans avoir 1000 actions différentes à ta disposition. Genre les règles de la guerre des Gaules, elles s'appréhendent assez facilement en fait. Et ça, c'est assez chouette aussi, je pense. Les grosses Pour, difficultés que vous avez eues sur ce jeu, elles sont arrivées où, à quel endroit c'est au niveau créatif Le pire, c'était. physique. Alors, il y en a eu plusieurs. Le pire, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire, il ne faut pas que si les joueurs commencent à perdre contre les Romains, tout d'un coup, tout le monde se met à miser sur les espions et sur la défaite. Et donc, il n'y a plus que la défaite comme seule issue. Et donc, le jeu s'écrit trop vite. Il faut qu'il y ait des effets de rééquilibrage qui font que chaque partie est complètement différente et que ce soit toujours intéressant et qu'on puisse toujours prendre le parti de la victoire ou de la défaite. Donc, ça, éviter les effets de boule de neige, c'était important. Dans les deux sens, d'ailleurs, que quelqu'un qui commence à gagner ne continue pas non plus tout le temps à rouler sur les Romains et à faire des points. Au niveau du développement, au départ, on a eu des problèmes parce qu'on avait un jeu qui s'appelait la guerre des Gaules, mais finalement, on n'avait pas de sensation de se battre, d'avoir du combat, ce qui est quand même dommage. On avait un jeu qui était un peu plus abstrait, un peu plus à l'allemande. Le combat, entre guillemets, contre les Romains, c'était de la vérification, de comptage, d'équilibrage, donc c'était plutôt fastidieux et abstrait. Donc il a fallu toute une V2 pour tout d'un coup transformer tout ce comptage fastidieux en une vraie map avec un territoire sur lequel on va progresser, on va prendre des défaites, on va faire des victoires. Et là, tout d'un coup, ça a donné un nouveau souffle au jeu sur la V2. Et plein de choses qui ont été débloquées que grâce au retour éditeur. Hein. C'est en envoyant des V1 à des gens qui ont des super maisons d'édition, qui ont été très intéressés, mais qui nous ont dit voilà, il y a ça, ça et ça à corriger. On a pu faire une V2 qui là a été renvoyée, pareil, a reçu de très bons retours. Et là, je pense qu'on est sur ce jeu-là. On a encore quelques éditeurs qui sont en train de se positionner, hein, et qui peuvent encore nous dire oui, pas mais on a mal. aussi certains qui nous ont dit que pour l'instant, il manquait encore des petites choses. Donc il y a déjà du sel pour aller vers une V3, si nécessaire. De toute façon, on pense que même si on signait avec un éditeur là, actuellement, on retravaillerait un petit peu le jeu quand même, globalement. Il n'y a pas beaucoup de choses à retravailler, je pense, quand même, dans cette version qui est quand même plutôt cool. Honnêtement, enfin, moi, j'ai fait jouer des gros joueurs à ce jeu et ça les intéresse et ça les intrigue quand même fort. Il manque pas grand-chose, je pense. Donc, mais ouais, je pense qu'il y aurait quand même une mini V3 au moins à faire qui puisse sortir dans le commerce, en tout cas. On voit le bout du tunnel. Et celui-là, on l'a commencé en 2018, je crois. Hein. Ça va Hmm. faire 6 ans, bientôt 6 ans qu'on Le travaille Covid a dessus. ralenti le truc, mais ouais. Temps de partie à 8 à peu près. Ouais, 2h30, 2h30, Pas mal. truc max, ouais. Après, c'est pareil, il y a une dimension diplomatique dans ce jeu. Donc, si les gens commencent vraiment à la jouer à la parlante, tu peux rallonger les parties à l'infini, j'ai envie de dire. Oui, ça dépend des Voilà, joueurs, quoi. exactement. Moi, je pense que s'il y avait une mini. En fait, à l'heure actuelle, quand tu as fini de drafter et que tu révèles tes Gaulois, tu le fais chacun son tour et donc la map s'envahit en fait petit à petit. Ça serait en discussion avec l'éditeur et ça serait sûrement avec nous. Mais ça peut être fait, ça peut être pré-programmé en fait et ça peut aller très vite. En fait, Ouais, on peut tu peux accélérer. gagner énormément de temps de jeu comme ça en fait. Pareil, là, à l'heure actuelle, il y a des décors en fait sur la map. Il y a des petites montagnes, des petits lacs qui peuvent rajouter des petits trucs tactiques, mais qui peuvent rallonger un petit peu la partie quand tu positionnes tes tuiles. Bah ça, pareil, tu peux gagner énormément de temps comme ça en fait. Ça, c'est des petits détails peuvent être discutés avec un éditeur, honnêtement. En fonction de si ça le dérange ou pas. Voilà,
il va y avoir un éditeur, lui, si on affiche 3 heures sur la boîte, c'est pas une préoccupation. Et il y en a d'autres, il faut absolument que ça se joue plus vite. Donc il faut aussi le jeu que tu montres, ton prototype, c'est un instantané. Tu as fait des choix, mais tu viens avec une réserve d'ajustement potentiel parce que tu sais très bien qu'en face, ton éditeur va te demander d'ajuster le tir. Et il faut justement que tu sois en capacité de dire, ah bah tu veux plus familial, il n'y a pas de problème, regarde, on peut faire ça. Tu veux plus expert, on peut rajouter ça pour positionner le produit en fonction de ce qu'il attend, quoi. Super. Est-ce que vous avez des points encore sur ce jeu? Après, on aura 5 minutes par jeu qui reste pour tenir le délai parce que nous avons des papas dans l'assistance. Moi, Je crois que c'est bon. y Je crois que compris. c'est bon. On sera très heureux de revenir parler que de la guerre des Gaules si on a Clairement, des c'est ce bonnes que j'allais nouvelles vous à proposer. Il y venir, a hein. tellement de contenu sur, en tout cas, les 2 premiers jeux. Et par la suite, c'est un peu plus cool, on va dire. Mais il y a tellement de contenu que si vous avez si vous avez vraiment quelque chose à montrer ou une sortie qui va être vraiment engagée ou quoi que ce soit, Mhm. à ce moment-là, je vous invite à me recontacter et puis on fera vraiment un truc, une soirée spécifique dessus avec joie. Alors, on va parler de Token maintenant. Juste Ouais. Token. C'est- Ouais. Alors, Token, c'est un jeu familial. L'idée est venue en début d'année scolaire, là, donc globalement vers, je dirais, octobre 2022. C'est un jeu qui a été assez vite à faire, hein, comme beaucoup de jeux familiaux. C'est purement mécanique. L'idée est purement venue avec la mécanique. En gros, vous avez des cartes, une rivière au milieu de cartes qui s'échelonnent de 1 à 8 et qui sont de couleurs différentes. Et contrairement au poker où vous allez subir la combinaison qui va vous arriver, donc une paire, une suite, etc., c'est vous qui allez créer votre combinaison. Donc, vous avez une carte en main. Et avec les jetons que vous avez, vous allez les placer sur les cartes de la rivière pour essayer de choper les cartes que vous avez envie. Sauf que vos adversaires, ils vont pas vous laisser faire. Une fois que vous avez choisi un petit peu les cartes que vous voulez, eux vont avoir le droit également de placer des jetons et ils peuvent les placer sur les mêmes cartes que vous. Pour pouvoir faire ça, ils doivent juste placer plus de jetons que les vôtres. Donc si par exemple vous avez mis 2 jetons sur le 2 vert et que le mec d'après il veut le 2 vert, bah, il faut qu'il mette 3 jetons. Et s'il en met 3, il vire vos jetons, vous les récupérez. Et on continue les enchères comme ça. Une fois que toutes les enchères ont été effectuées, on passe au deuxième tour, une deuxième rivière arrive, puis un troisième tour, puis un quatrième tour. Une fois que les 4 tours sont passés, que les gens ont plus ou moins dépensé leurs jetons, chacun va prendre un stylo et un crayon et va essayer de deviner la carte des adversaires. Donc si moi par exemple je pense que Rosalian il a le 4 rouge, et bah j'écris sur mon papier que Rosalian il a le 4 rouge. Si j'ai bon sur le numéro, je marque des points en plus. Si j'ai bon sur la couleur, je marque des points en plus. Et si j'ai bon sur la carte en entier, je marque encore plus de points. Voilà. Le jeu se résume de cette façon-là. Donc vous avez une dimension un peu de bluff, de combat, d'observation, d'anticipation, d'économie aussi, parce qu'il ne faut pas dépenser ses jetons un peu comme un zozo, sinon vous n'avez plus assez pour jouer jusqu'au bout. Et voilà. C'est un jeu qui a tourné assez très bien, assez vite en fait. Enfin, moi, peut-être Norland quand même au début, mais j'avais pas vu beaucoup ça sur les jeux qu'on a fait, à part celui-là. Et ça a très bien tourné, même avec des joueurs néophytes, c'est-à-dire des joueurs qui jouent qu'à la belote, bah, ce jeu-là leur a plu. Des joueurs qui jouent qu'au Skyjo, ce jeu-là leur a plu. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui tourne plutôt Ça bien. fait déjà un bon public. Ouais, c'est vrai. C'est un jeu qui ratisse entre guillemets large, en fait, qui plaît vraiment à beaucoup de joueurs. Et même les joueurs, en fait, il y a des aspects dans ce jeu pour les joueurs un peu plus vétérans, un peu plus gamers. Bah, l'aspect de deviner la carte des adversaires, c'est assez cool. Il y a il y a un objectif dans la partie. Donc si par exemple vous arrivez assez facilement à faire votre figure, bah, vous avez un objectif en plus, par exemple avoir toutes les cartes paires qui vont faire des points en plus. Vous avez vraiment cet aspect-là qui est sympa. Je sais pas si tu veux compléter un peu, Norman.
Ouais, non, mais la force de Token, c'est que c'est un jeu de. Voilà, tu dois avoir 48 cartes, 54 cartes avec les 4 cartes objectifs et des petits rappels des différentes figures et des valeurs en points, parce qu'il y a des figures plus ou moins difficiles à faire qui rapportent différentes valeurs de points, hein. C'est comme ça qu'on classe les gens, donc ça tire vraiment dans la poche, dans le voyage. Tu peux jouer à 2, c'est très intéressant à 2. Tu peux jouer à 4, c'est encore plus intéressant, parce qu'avec les enchères, les joueurs vont se battre jeton contre jeton. Puis dès qu'il y a 3 ou 4 joueurs, il y a toujours un troisième ou un quatrième qui regarde un peu les autres claquer toute leur fortune pour un pauvre 5 bleu. Et puis eux, derrière, après, ils achètent tout pour une seule pièce parce qu'il n'y a plus personne qui a la monnaie à allonger pour les concurrencer. Donc il y a beaucoup de synergie, en fait, beaucoup d'intimidation qui se crée avec peu de matériel, vraiment une économie de matériel. C'est sympa, ça dure pas longtemps, on fait des parties en un quart d'heure, 20 minutes, on rejoue, les enfants, les personnes âgées, tout le monde joue. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un peu le jeu idéal, tout public, qui renouvelle un peu ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le sac de voyage, mais qui n'est pas non plus complètement étranger à ce qui existe déjà, donc les gens sont pas perdus, quoi. Des pistes d'édition pour le moment. Ouais, Ouais. oui. Oui, oui, on a quelques éditeurs qui étaient pas très loin de le prendre, qui l'ont pas pris, mais c'était vraiment à un cheveu. Mais on a un éditeur qui est très, 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 très intéressé, hein, enfin, je pense qui est quasiment prêt à nous le signer. Et on a encore des retours en attente. On a pas mal de retours en attente encore sur Token. Ouais. Euh, bon, globalement, on est quand même assez optimiste sur ce jeu. Il tourne vraiment très bien. Je pense je vais pas dire on est sûr de le faire éditer, mais je pense quasiment. Il y a un Euh, petit débat en cours là avec un éditeur sur l'aspect visuel du jeu. Parce que là, on vous a parlé de la mécanique, hein, contrairement aux autres jeux, on vous a pas raconté l'histoire du jeu, parce que effectivement, sur ce format-là, l'histoire se réduit au minimum. Et justement, toute la question, c'est de savoir si ce jeu est destiné, comme Skyjo ou comme Uno, à être juste un jeu de cartes de couleurs et de chiffres, ou est-ce qu'il faut quand même une thématique, un univers, du visuel qui va donc habiller, thématiser ce jeu avec une mini-histoire derrière. Et donc, voilà. Nous, de notre expérience, on était venu avec un jeu plutôt tout nu, parce qu'on avait rencontré jusque-là plus d'éditeurs qui étaient en recherche de mécaniques, mais qui avaient déjà des univers ou des illustrateurs à caser sur des mécaniques. Donc, Mhm. pour s'épargner un peu aussi en travail, on était venu plutôt avec quelque chose de dépouillé en disant bah, l'éditeur saura très bien quoi mettre là-dessus. Et là, il se trouve qu'on est en discussion avec un éditeur qui est très intéressé, mais qui lui voudrait aussi que ça s'accompagne un peu d'une proposition visuelle, une proposition graphique, ou au moins d'un univers, mini-univers qui va avec. Donc ça nous a un peu désarçonné sur le moment, mais du coup, on est en recherche pour voir si on peut répondre à son attente là-dessus. Ok. mhm. Donc, nous allons passer à Telling Lies. Donc 15-30 minutes, 2 à 10 joueurs, 10 ans et plus. Ouais. Telling Lies, c'est un party game en fait, qui est un peu basé sur les expressions rigolotes de la langue française ou d'autres langues si vous habitez ailleurs. En fait, vous avez un mot à faire deviner à vos camarades. Euh, je m'embrouille un peu, hein, Norman. Je Il te y a laisse un faire parce que camarade qui a un mot Oui, pardon. à deviner dans une liste, et tous les autres vont essayer de l'influencer pour lui faire trouver le bon mot de la liste. En sachant que voilà, c'est un jeu d'ambiance, on se joue tous autour de la table, le but c'est de rigoler, ça se joue à beaucoup. Il y a des rôles secrets, un peu comme à Loup-garou, c'est-à-dire que les gens autour de la table sont plutôt des gens qui vont la jouer sincère, donc qui sont là vraiment pour aider le gars. Il y a aussi des menteurs qui sont là pour le forcer à se tromper de mots. Et l'originalité du jeu est que pour l'aiguiller, vous n'avez que des cartes d'expression populaires, dictons, proverbes, phrases célèbres. Et donc vous allez soumettre une de ces cartes au joueur et vous avez un petit curseur pour indiquer si cette carte est très très chaude ou très très froide par rapport aux mots qu'il doit trouver. Voilà, donc par exemple, il va avoir une liste de 6 thématiques, Obélix et Idéfix, Tintin et Milou, Tom et Jerry, etc. Et puis vous allez sortir une expression, voilà, s'engueuler comme du poisson pourri. Vous allez mettre l'expression s'engueuler du poisson pourri, et avec votre petit curseur, vous allez dire, je pense qu'avec cette expression, tu devrais normalement bien deviner. Donc je mets par exemple 2 sur 3. Et voilà, et donc après le gars, bah, c'est à lui de voir si poisson pourri, ça le fait plutôt penser à Obélix ou à Tintin.
En sachant il doit aussi savoir si vous êtes menteur ou sincère. Donc il doit essayer petit à petit d'identifier les rôles de chacun. Voilà. Ouais, Tom et Jerry, quand même, ils s'engueulent vachement, tu vois. Puis Ouais. poisson, chat, tu vois, il y a un rapport. De toute façon, c'est jamais univoque, parce que le but, c'est que tous les menteurs puissent toujours se cacher derrière une argumentation comme celle que tu es en train de tenir. C'est-à-dire que même quand on les prend sur le fait d'influencer à mort dans le mauvais côté, ils vont dire: ah mais non, mais regardez, j'ai mis cette carte parce que ceci, parce que cela. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est de créer des interactions avec les gens. On avait fait une première version espagnole, parce que le hasard avait voulu que les premiers gens qui ont joué à notre jeu étaient mexicains. Donc on avait fait une première VO, une première version en espagnol. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait, du coup, il y avait des expressions tellement marrantes, espagnoles et mexicaines, qu'on en a gardé, qu'on a traduit littéralement en français. Et donc dans le jeu de la version française, maintenant, on a des expressions mexicaines comme tuer les poux au pistolet ou des choses comme ça. Et ça aussi, c'est marrant parce que les gens connaissent pas forcément toutes les cartes, donc ils se demandent si c'est une vraie expression. Il y en a quelques-unes qui sont des fausses aussi. On a mis des fausses expressions pour que les gens puissent un peu s'interroger sur est-ce que ça existe. Et on a mis des vrais que personne connaît, qui sont perdus d'usage et qu'on n'imaginerait même pas que ça existe, mais si, ça existe. Alors, c'est pas pour ce jeu-là, mais pour le jeu d'avant, si vous cherchez une thématique, Dévontard dit que les licornes, ça marche pour tout. Elle essaie de glisser des licornes partout. C'est Donc vrai. n'hésitez pas. C'est pas mal. Elle vous achète le jeu direct si vous faites ça. Si on met des licornes. Ok, Mm. on le notera. Donc c'était Telling Lies, hein, donc un bon jeu d'ambiance. Donc c'est bien. Déjà vous avez une vraie panoplie. Vous n'êtes pas resté que dans du jeu historique ou wargame ou on va dire jeu stratégique. Ouais, non, Donc ça c'est c'est pour les gens qui nous écoutent et qui font des prototypes et qui veulent éditer des jeux. C'est une des grandes leçons qu'on a tirées l'année dernière. C'est beaucoup plus simple d'aller voir un éditeur avec 4 ou 5 projets de jeux très différents que d'aller avec un seul projet. Parce que quand on va avec un seul projet, il y a beaucoup plus de risques que le gars te dise tout simplement non. C'est pas mon catalogue, c'est pas ma recherche du moment, c'est pas mon truc. Alors que si tu lui en donnes 5, eh ben, il va dire non à 4, mais il va prendre parmi les 5 celui qui est peut-être le plus susceptible de lui convenir. Donc on décroche beaucoup plus de rendez-vous avec des éditeurs maintenant qu'on a un éventail à proposer. Donc restez Ouais. pas bloqué sur un seul projet. En plus, vous voyez, La Guerre des Gaules, c'est un projet, au bout de 6 ans, on commence tout juste à peut-être approcher une signature. Donc si vous consacrez 6 ans de votre travail créatif sur un seul projet, vous perdez votre temps en fait. Donc il faut à côté de ça varier les projets et avancer sur d'autres trucs. Ne serait-ce que pour le moral aussi, c'est bien d'avancer sur différents trucs. Je reçois pas mal d'auteurs et c'est un peu ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des moments, il y a des jeux où il n'y a plus d'idées pour l'améliorer, pour arriver justement à l'amener à l'édition. Et ils passent sur d'autres jeux, ils font d'autres jeux, et puis peut-être que 2 ans après, bah tiens, ils vont avoir une idée, et puis ça va permettre de ressortir un vieux dossier, on va dire, ou un vieux projet, et vraiment de le re-regarder avec un regard neuf 2 ans après, parce qu'on a pris de l'expérience sur d'autres projets. Dernier jeu que vous proposez, il y a... alors, ça se dit Sinja ou Sinja? Ninja. Sinja, Sinja. Le jeu des singes ninja. Ah, d'accord. On est trop fiers. Dites-moi Trop tout, fiers dans 20 minutes, 2 à 5 joueurs pour 8 ans et plus. Ouais, Dites-moi. c'est un jeu très 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 famille, presque à destination plus des enfants. En fait, c'est basé sur le pierre feuille ciseaux lézard Spock pour ceux qui regardent la série The Big Bang Theory. Donc c'est un peu le pierre feuille ciseaux mais avec cinq éléments. En fait, chaque couleur dans ce jeu va battre 2 autres couleurs et perdre contre 2 autres couleurs. Donc vous avez des singes ninja qui sont représentés et qui font des attaques un peu de couleurs. Et donc en fait, vous avez une main de cartes, et puis c'est un jeu de plis. En fait, chacun va choisir une de ces cartes de façon secrète, va la retourner et va regarder qui bat qui. Donc normalement, vous avez la roue Sinja là que vous voyez sur le stream qui est au milieu de la table. Qui peut Et donc changer là, de vous sens. pouvez changer de sens en fait, c'est un petit peu le twist. Par exemple, si vous prenez la roue là qui est en bleu, vous avez le bleu qui bat le vert, qui bat le noir, qui bat le rose, qui bat le jaune. Et vous allez décrocher en fait des victoires. Et chaque victoire va vous rapporter des jetons.
des jetons super fruits, qui sont en fait vos points de victoire pour la fin de la partie, mais qui vont aussi vous permettre de claquer des effets un peu rigolos dans la partie. Donc vous avez un effet qui permet de changer la roue de sens, que vous pouvez claquer un peu quand vous voulez, C'est évidemment avant Sinja, d'avoir... justement. Voilà, c'est l'effet Sinja. Donc là, hop, toutes les couleurs sont inversées, donc la hiérarchie des couleurs est inversée. Vous avez des jetons qui vous permettent de regarder la main d'un adversaire, vous avez des jetons qui vous permettent d'échanger une de vos cartes avec une qui est déjà tombée, vous avez un effet qui permet aussi d'échanger une carte avec vos adversaires, etc., etc. Donc voilà, ça se joue assez vite, ça se joue même très vite, ça se joue plutôt bien, c'est assez rigolo. Vous avez quand même un petit aspect bluff qui est quand même important, puisqu'en fait toutes les cartes qui sont jouées, vous les voyez, on les laisse visibles. Donc vous savez exactement ce qu'il y a dans le paquet, ce qui est tombé, etc. Donc vous pouvez estimer ce qu'a vos adversaires. Et grâce à ces petits effets, en fait, vous pouvez un petit peu tenter des moves, faire des choses un peu rigolotes. Alors, Caillou qui demande si ça ressemble à une énigme de Monkey Island. Est-ce qu'il y a de l'inspiration ou pas du tout? Ah non, pas du tout, moi Non, je connais pas du tout. non, moi non plus. Moi j'ai J'ai l'impression que c'est pas. du pierre-feuille-ciseau, mais avec mélangé avec du Uno, quoi. Ouais, on a ajouté un petit peu ça. En fait, à la base, c'était même pas un thème Singe Ninja. C'est Norman qui avait eu l'idée de ce thème. Moi, j'avais proposé un thème. Enfin, en fait, c'est un jeu où j'avais eu l'idée en basant sur le pierre-feuille, ciseaux, lézard, Spock et aussi les éléments comme dans Naruto ou dans certains mangas où t'as la foudre en fait qui bat Hmm. l'eau, qui bat le vent, un peu Pokémon, etc. Du coup, Oui, c'était un peu parti de là plutôt. ouais, elle le dit pas encore, mais Devantar te dirait que ça serait mieux avec des licornes. C'est Euh, possible, possible. On est très libre sur ce thème-là. mais oui, donc ça c'est un jeu vraiment assez rapide, pas trop compliqué. C'est- J'ai On a l'impression envie que de je sais déjà jouer rejouer. alors que j'ai même pas eu les cartes Et en main. ouais, c'est ça. Bah, c'est tout à fait ça. Les enfants, ils aiment bien parce qu'ils gagnent des fruits, donc c'est très, il y a toujours cet effet de récompense qui est très, voilà, satisfaisant. Donc c'est pas un jeu sur la frustration du tout, hein. C'est un jeu où il n'y a pas de frustration. C'est agréable. Et après, si on est un peu plus costaud au niveau des jeux, bah mine de rien, ces effets superflus, on va pouvoir quand même s'en servir au bon moment pour quand on a une main toute pourrie, inverser la roue et tout d'un coup nos couleurs deviennent couleurs ascendantes, repérer la main d'un adversaire qu'on soupçonne d'avoir encore un mauvais coup dans la manche. Donc il y a quand même une maîtrise de jeu qui peut se faire via les effets, mais si on l'a pas, c'est pas grave. On va quand même participer, on va faire autant de plis que les autres et au score, ça fera pas une grande différence. Donc ouais, on le propose vraiment, on l'a proposé chez Asmodée, on propose chez des maisons qui cherchent des jeux tout enfant, toute famille, très léger, avec une économie de matériel. Voilà. Donc vous êtes toujours en recherche d'éditeurs là-dessus aussi. Ouais, tout Une à fait. piste. Pour Sinja, je crois qu'il reste Il un reste ou trois deux maisons, je éditeurs. crois. Je sais Non, plus trois combien. maisons quand même. Je sais plus s'il en reste trois ou peut-être deux. Je crois qu'il doit rester deux maisons qui nous ont pas répondu encore. Enfin, de ceux qui ont reçu le prototype, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, on crée un jeu, après il faut Oui, avoir les oui, rendez-vous. Une deux fois que tu as les maisons. rendez-vous, tu es content. Et pendant le rendez-vous, il faut que le gars accepte de garder ton proto. Et là, tu es encore plus content. Et qu'il te mette dans le panier avec les 15 ou 20 autres qu'il a eu sur le même salon que toi. Et après, il faut qu'il joue à ton jeu. Déjà, c'est aussi un grand défi. Parce que les éditeurs, on se rend compte qu'ils testent à peu près 2 à 3 jeux par semaine. Donc quand ils en ont 20, il faut 2 ou 3 mois avant qu'ils aient testé tous les jeux du dernier salon. Donc on attend, on attend, on attend, on attend. Et puis voilà, et après, il faut être parmi ceux qui vont gagner avec les protos. Voilà. Donc c'est Voilà, que des filtres successifs. Voilà. si on hiérarchise un peu et si on explicite un petit peu, globalement, à Cannes, je crois qu'on a déposé 18 prototypes, quelque chose comme ça, sur les jeux là qu'on vous a présentés ce soir. Bon, Norland est en extrêmement bonne voie d'édition, Token aussi. La guerre des Gaules, c'est un jeu qui est difficile à tester, donc on doit attendre encore un peu, mais il est chez beaucoup d'éditeurs, vraiment beaucoup d'éditeurs longs. Sinja et Telling Lies, c'est un peu plus difficile, mais on le savait, hein, enfin, c'est très objectivement des jeux qui sont un peu plus, peut-être un petit peu moins aboutis, un peu moins
un peu moins, je sais pas comment on pourrait dire normal, mais on Je sais savait pas, tous. c'est aussi des jeux c'est un faire-valoir de montrer qu'on a des jeux dans différents points du catalogue, mais c'est sûr que le party game, c'est pas notre marque de fabrique, quoi. Et donc, c'est notre premier en plus, donc ça aurait été très étonnant que ce soit tout d'un coup le party game du siècle, quoi. Donc, voilà, on est très modeste avec ces jeux-là, ça veut pas dire que ça plaît pas, il y a des gens qui Alors, s'intéressent quand même. avis extérieur, je suis pas très party game, hein, je vais être franc. Mais de ce que je vois, ça fait pas party game classique. Donc ça va tendance à me plaire. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que je vais jouer à un jeu que j'ai déjà joué, quoi. Donc c'est plutôt positif pour une vision vraiment. Je suis pas friand de party game, hein, je vais pas le cacher. Moi, je préfère le jeu expert, hein, moi, si tu me dis En que la fait, partie est de 3 heures, on a les éditeurs. En fait, on a proposé ce jeu parce qu'il n'y avait pas d'illustration. On s'est dit que ça serait plus facile d'obtenir une édition. Et en fait, les éditeurs sont bloqués parce que c'est des expressions françaises et que si tu veux les exporter à l'international, ça demande du travail. Ça demande du oui. travail de recherche d'expression. Et en fait, Les c'est retours la... qu'on a eus, c'était des retours, c'était des noms, mais c'était pas des noms, votre jeu est nul, c'est des noms, on n'a pas les compétences pour le traduire en anglais ou en... Voilà, il y a trop de travail sur la retranscription et nous, maintenant, les petits jeux d'ambiance, les boîtes qui font ça, elles visent de plus en plus l'international, donc il faut que ça soit tout de suite adaptable dans toutes les langues et s'il n'y a pas de texte, c'est encore mieux parce que tu peux le vendre en Asie directement, voilà, sans adaptation. Donc c'est plus ça qui a créé, qui fait que là, sur les éditeurs, je crois qu'il doit rester un ou deux qui ont encore Tech de... Device ouais. en course. Alors, Mais les autres, c'est bon. Ouais. Et la mécanique est cool. Moi, je pense que si jamais ça le faisait pas, il y aurait moyen de le retravailler un peu différemment. Je pense que ça pourrait marcher. Ouais. Si vous voulez parler de localisation, depuis ce week-end, on a Sleeping God qui est sorti sur la table du salon. Donc, je vous laisse deviner qu'on n'a pas joué qu'une heure. C'est un jeu narratif. Sauf que c'est un jeu narratif qui est pas français et j'ai l'impression que le travail d'édition était que ils avaient déjà fait une pseudo-traduction, mais un peu catastrophique, on va pas se le cacher. Donc oui, quand c'est quelques expressions, c'est déjà relou et ils ont pas envie de le faire, mais parce que ça coûte cher en fait, hein, de retraduire des trucs, hein. C'est juste ça, hein, c'est un coût Ouais. supplémentaire, donc ils essayent de Oui, et puis il faut malheureusement. les compétences. Faut aussi les compétences. Faut avoir les compétences, il faut être capable d'estimer le travail qui est fait. Parce que tu peux confier une traduction à quelqu'un, le gars te donne la traduction, mais toi-même, tu n'as aucun potentiel pour estimer s'il a bien fait ou pas son travail. Et c'est quand même tout le jeu qui va dépendre de ça. Donc, je les comprends aussi. Donc voilà. Hmm. On a dépassé le délai, donc on Ça va va. finir là, c'est ça. Non, mais je te le dis, Thibaut, parce que sinon on peut commencer, on peut continuer une heure là. Je le sens Non, mais qu'il y a de quoi. ce soir, c'est pas moi qui fais la nuit, donc ça va, je suis serein. Ouais, mais faut profiter de ces moments pour se reposer, Thibaut. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en tout cas, merci pour la soirée, c'était très cool. Des projets vraiment sympas. Je vous invite à me recontacter pour reparler de Norland ou de la guerre des Gaules si vous arrivez à l'édition, même si il y a de très bonnes pistes d'après ce que j'ai compris. Mais on en reparlera. On se croisera sûrement nous sur le PEL. Je pense que j'essaierai d'y faire un tour. Donc, Le festival de Rouen, nous on y sera, je sais pas si tu passes. je sais pas si je vais y aller cette année, mais peut-être si j'ai le temps. Faut que je regarde. On y sera avec potentiellement 3 ou 4 autres prototypes. D'accord. On verra. Et là, c'était ma question. Où est-ce qu'on peut vous trouver voilà. Alors, attends, il y a Caillou qui dit content d'avoir découvert, intéressé pour tester Norland perso. Alors, Thibaut était à 2 tables de toi à Mondeville quand même. Donc, Caillou. Après, j'avais pas Norland à t'avais mon pas ville. Norland. Donc J'avais Caillou, pas. si tu remets pas, c'est les nominés. Si tu Ok. vois,
Ok, ouais, mais on n'avait pas discuté. Ouais, en fait, à Mondeville, j'étais venu avec nos petits jeux, en fait, parce que comme Norland et la guerre des Gaules, on s'était fait un peu plumer à Cannes. Bah, j'étais venu sans ces protos-là, puis bah, il n'y avait pas forcément beaucoup d'éditeurs à Mondeville. Il y avait quand Non, même Blue c'est Orange. vraiment. Si, il y avait quand même Blue Orange. Oui, Mm. tu vas pas à T'es bien Mondeville content, non? pour faire de relations éditeurs, quoi. Tu viens pour Ouais, tester des jeux, faire tester des jeux, quoi. Ils sont partis avec Token quand même, hein, Blue Orange. Ouais, Blue Orange. Donc on verra, mais. Mais oui, on sera au salon donc, du Kind Arena de Rouen le week-end du 17 mai. On sera donc à Paris et Ludique le premier week-end de juillet, 3 Mm. juillet. Et après, c'est un peu plus flou. Je crois que ça sera peut-être Octogone en octobre ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Ouais, Octogone à Lyon. À voir. Ouais, ça à Lyon. Ouais, on verra. Mais en tout cas, bah, enfin, à Paris, on n'aura pas de table parce qu'on y va plus. Enfin, peut-être on aura probablement des rendez-vous éditeurs, mais on y va aussi un peu pour jouer. Par contre, à Rouen, j'ai réussi à demander à Frédéric, on a 2 tables, donc on ramènera les protos qu'on doit tester, et puis je pense qu'on ramènera peut-être une boîte de Norland quand même, au cas où il y a Voilà, si vous des voulez joueurs. vraiment tester Norland et que vous êtes sur le salon de Rouen, vous nous envoyez un petit message sur Instagram, sur Facebook et on amènera un proto Norland sur le salon sans problème et avec plaisir. Et, D'ici là, on aura peut-être des très bonnes nouvelles. Rouen, et c'est le 13 et 14 mai. du genre le flip cet été ou un truc comme ça, vous y avez pas pensé ou... Je sais pas. En fait, pour faire des. Enfin, si, on peut faire des festivals, mais enfin, les protos, on a vu là avec Cannes que pour pouvoir être édité, il faut vraiment des protos très très aboutis. Vraiment très très aboutis. Et du coup, les gros festivals où on peut rencontrer des éditeurs, bah, ça a un coût, hein, mine de rien, parce que Mhm. souvent, c'est pas à côté de chez nous. Et du coup, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Enfin, ça va dépendre un peu des protos, de notre capacité de travail en amont, quoi, je pense. Ouais, l'idée, l'été, c'est plutôt pour créer et avancer sur nos nouveaux prototypes qu'on proposera à Cannes en 2024. Sinon, il y a Terranjeux qui propose le festival de Terran. Ouais. C'est dans le sud, près de Montpellier, si vous voulez. Ah ouais, c'est Euh, très loin. non, en plus, c'est sa blague parce qu'il vient de lancer la première édition cette année avec son Ok. association. C'est vraiment un tout petit festival, Ah, cool. mais il fait la blague. D'habitude, il dit voilà, non, mais il faut pas venir. Donc, c'est sa petite blague. Il dit qu'il existe, mais il nous invite à pas y aller. Euh, En vrai, c'est vrai que là, un peu en termes, entre guillemets, en termes de protocole, pour faire tester les jeux, c'est pas mal de faire des festivals qui sont pas hyper loin de chez nous, quoi. Après, mm. c'est vrai que pour les gros tâches, faire de la route, bah, Bah pourquoi après, pas. je pense que oui, dans votre cas, faut bien cibler et pourquoi vous y allez, quoi. Clairement, pour faire de la rencontre éditeur, je pense pas que le flip partenay, ça soit une bonne idée. Hmm. Par contre, si tu veux vraiment faire découvrir ton jeu, bon, vous êtes plutôt une volonté d'édition classique, donc avec éditeur, etc. Pas d'auto, ni autofinancement, ni financement participatif. Donc résultat, vous n'avez pas besoin de vous faire connaître plus que ça directement pour faire fonctionner votre projet. Ça va être le boulot du distributeur, de l'éditeur. C'est ça. Donc résultat, c'est vrai que c'est moins intéressant pour vous, mais si vous avez quand même envie d'apporter justement un élan à votre jeu, je pense que moi le flip il est bien parce qu'il y a vraiment quasiment tout le monde qui y va. Et il y a tout public aussi qui y va. Hmm. Donc Ça, c'est tu sympa. vois, je pense que ça pourrait être bien bah, quand Norland sera édité, tu vois. Enfin, on aura des boîtes, honnêtement. Ouais, on a vu ça. Nous, on veut vraiment venir aussi en backup pour l'éditeur, faire à ce moment-là des festivals joueurs pour Bah, venir faire présenter Norland. des Voilà, micro-tournois sur place, des trucs comme ça peut être présenter le cool. jeu une fois qu'il est sorti, accompagner la sortie, Mm. aider les gens à s'intéresser, à créer une communauté. Là, on Ouais. répondra présent, je pense, sur ce moment-là. Ouais. Si vous avez un format tournoi, en plus, ça peut être vraiment cool.
Carrément, Donc voilà. Après ça, on peut aussi en parler si vous mettez quelque chose sur Tabletop. On peut essayer de voir. Après, globalement, si Norland se fait éditer, il y aura pas mal de chances qu'il soit sur BGA, je pense, à mon avis. Faut voir. Ça dépend aussi du contrat que tu signes. dans le contrat, ouais. Je pense que oui. Norman, je pense. Ça Pour vous Norland, dirait. on verra, mais notre interlocuteur actuel, je pense, saura se donner tous les moyens pour que le jeu soit une réussite. Il sera là où il devrait être, parce où il devrait être. Donc voilà. Yes. Donc n'hésitez pas à aller les retrouver sur ces événements. Sinon, vous pouvez suivre le projet sur Facebook. Vous pouvez suivre le projet aussi sur Instagram. Faut juste que je retrouve le petit lien ici. Bim. Sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Salut Jérémy. Salut. Coucou. Et donc si vous voulez soutenir l'émission, je vous invite à juste follow la chaîne. Vous abonner sur YouTube pour avoir les replays. Vous abonner sur me follow sur Insta ou Facebook si vous préférez. Je suis plus actif sur Insta. Si vous voulez venir me proposer des choses, il y a aussi le Discord. Si vous voulez me proposer une émission, quelque chose, n'hésitez pas. Et sinon, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est déjà pas mal. Merci à vous deux d'être venus. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, J'avais Rosalie. envie que Merci de l'émission nous dure avoir 1 heure invités. de plus, tellement il y a l'air d'avoir plein de choses à raconter. Je vous souhaite plein de succès dans vos démarches actuelles, en espérant vous revoir prochainement avec une très bonne nouvelle et pourquoi pas une animation autour d'un de vos jeux. Je vous Clairement. laisse la parole avant de couper ce live. Je vous en prie. Ouais, bah Nickel, merci bah. beaucoup de nous avoir invités, Rosalian. Et puis je pense que oui, enfin en plus, toi tu es de Caen, je crois. Enfin nous en tout cas, on fera de la promotion pour Norland s'il y a besoin, pas mal en Normandie. Donc oui, on pourra revenir avec grand plaisir. Ouais, merci pour ce que tu fais. C'est vachement cool déjà de nous donner l'occasion de partager notre expérience. Je pense que ça peut, à notre petit niveau, servir à des gens qui nous écoutent. Ça peut intéresser aussi les gens de voir un peu l'envers du décor, quoi, ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait aussi, nous on est deux, on a cette chance-là, on peut échanger à deux et se faire des retours d'expérience, mais le partager avec d'autres gens, c'est toujours super. Donc, et puis tu le fais très bien, donc continue comme ça. Merci à vous. Bye bye à tous. Ciao. Salut, merci beaucoup.